Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse avec ce soir Damien. Bonsoir. Nico. Bonsoir. Et Patrick. Je savais Patrick, ça va Patrick? Ah bah oui, ça va bien. Et vous-même? Oh bah merci. Patrick peut faire le podcast tout seul à partir Jamais de vous maintenant. avez balancé mon prénom. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick, merci de présenter cette émission avec courage. Brio, Sans enthousiasme. talent et de connard. Non, juste courage. C'est déjà pas mal. Bonsoir Patrick, de quoi nous allons parler ce soir Patrick? Eh ben, écoute, c'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posée. Et je pense qu'on peut proposer à nos auditeurs de deviner avec ce petit indice. Très bien, c'est lancé. Du coup, c'est sur les cours de flûte au collège. Exactement, Nico. Alors, Ça va être intéressant quand On même. aimerait remercier Nicolas pour cette œuvre. Voilà. Bon, écoute, j'ai juste pompé sur internet. Et en parlant d'Internet, on a piqué notre sujet sur Internet. On va parler des théories sur le cinéma. Alors pas C'est les théories du très cinéma comme Les théories de fans sur le Voilà, cinéma. exactement, parce que la théorie du cinéma, c'est des cours très chiants, magistraux qui se passent à la fac de ciné. Et oui. Et donc on est vraiment Et puis on sur est des loin trucs d'être calé fun. là-dessus. Enfin, je sais pas vous, mais On n'est pas calé sur rien, donc Oui. autant te dire. Oui, partant de ça. Ça sert à rien de préciser si on n'est pas calé sur un truc, on est calé sur absolument rien. Exactement. Nous ne sommes pas calés. Si vous nous cherchez, nous ne sommes pas. Je cherche des trucs pas calés. Patrick, par où commençons-nous avec ta mini-fiche? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tu es parti vraiment léger. Léger. Ouais, je te trouve un peu léger, Bah, Patrick, j'en ai, alors que Damien et moi. Je pense que On a vraiment bossé le sujet, quoi. Donc, Oui. est-ce que tu vas peut-être t'y mettre, Patrick? Ça serait bien quand même. Ouais, Je commence un peu à bosser. Oh, ça serait sympa. Si vous trouvez qu'on est trop dur avec Patrick, tapez 1. Si vous trouvez qu'on est juste ce qu'il faut avec Patrick, tapez 2. Et si vous voulez taper Patrick comme nous, venez. Tapez-le. Donc, j'ai une théorie de fan qui concerne Aladdin de Walt Disney. Ok, on rentre directement On dans le commence sujet. Non, ok, direct dans pas le de dur. souci. Ok, Bah, je sais pas, direct vous vouliez dans le- commencer par quoi? Je sais pas, Non, ça non, va et très toi bien, très bien. J'aimerais que tu me poses des questions un peu avant qu'on commence à faire des choses. D'accord, Est-ce que- très bien, Nico. Est-ce que tu as travaillé dans ta voiture en venant? J'ai pas eu le temps. Je faisais coucou à Damien sur la route. Ah. Ouais, c'est vrai qu'on se faisait- Est-ce que tu veux nous parler de ta voiture? Ça, c'est vraiment pas Non. sympa. Faudra qu'on fasse un podcast sur la malchance. Oui, je pense que là, on Alors, est bien placé. Patrick, moi j'ai plusieurs théories sur Aladdin. Est-ce que ça va Bah, on ça va concorder. plutôt pas mal. Non, on Alors. va concorder. Est-ce que ça va concorder? Ah bah, je ne sais pas. Je vais commencer peut-être et Oui, puis je t'en tu prie. me diras. Vas-y, meuble. Donc, Aladdin, c'est un peu comme Mad Max. Ah, déjà, tu attises ma curiosité. Ouais, je l'ai celle-là. En fait, Aladdin se passe dans le futur, un futur apocalyptique, Ok, parce qu'il y a du sable. entre autres. Ok. En fait, Parce qu'il y a un singe qui parle. il parle pas, Il parle pas. il tente de communiquer. Oui, c'est vrai. En fait, il y a deux indices qui ont rendu cette théorie plausible. Est-ce qu'on peut les deviner? Oui, tu peux. On va essayer de la deviner. Tu peux, C'est compliqué. ça concerne un perso. Le génie. Ouais, Exactement. Ok, il est bleu. C'est Will Smith? Non. Non. Maintenant, oui. Maintenant, Maintenant, oui. oui. Maintenant, oui. Depuis cette année, c'est Will Smith. Mais C'était Robin Williams jusque-là. Et Richard Darbois en version française. Voilà, et on va prendre cette version-là d'Aladdin si ça ne gêne personne. Ça me gêne pas. Tu as pas? Donc- J'ai pas, non. Non, allez-y, j'ai pas. Alors, en fait, il balance deux phrases, le génie. Première, c'est il explique qu'il a passé 10 millénaires dans la lampe. Ok. 10 000 ans, du coup. Oui. Voilà. Et la Pour ceux, seconde, pour ceux qui en maths ont quelques voilà. légers soucis. et la seconde, c'est qu'en fait, quand il a rhabillé Aladdin, il explique que le fez et le petit gilet, ça fait très 3e siècle. D'accord. Et oui, forcément, 10 Voilà. millénaires plus 3 siècles, ça fait une certaine date qui est dans le futur. Il est dans le futur. Surtout qu'à ça, on peut rajouter que le génie utilise un micro, il utilise- connaît les néons. Ouais, il utilise beaucoup de choses de notre ère. C'est Voilà, vrai, il c'est fait vrai. des caricatures de Nicholson, de Schwarzenegger. Et donc, en fait, Qui, du coup, sont très très vieux pour lui. Hein. c'était l'époque où il était Ouais, je comprends. dehors. Ouais, ok, d'accord. Donc, et à ça, on peut rajouter que Aladdin sait éteindre une lampe quand le génie se transforme en lampe électrique sur sa tête, et que Jafar transforme Abu en jouet à ressort, qui est une technologie du 15e siècle. C'est malin, enfin, d'avoir chopé tout ça déjà.
C'est malin, c'est malin. Et du coup, en fait, voilà, c'est que c'est un futur post-apocalyptique où seule la culture arabe aurait survécu. Et du coup, c'est pour cela qu'il a toutes ces références sur notre civilisation. Alors, pour nos auditeurs du Rassemblement National, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que ça se passe dans un coin, la culture arabe a survécu. Oui, tout à fait, oui. Et ça a été... Tu veux vraiment froisser personne, hein, cet épisode, Patrick. Après, il y a le Rassemblement National, ça m'aide pas trop. Après, il y a un truc un peu moins marrant. Il y a une autre théorie sur Aladdin qui se voudrait que, effectivement, le marchand qui a au tout début, qui raconte l'histoire je l'ai sapé, de la lampe, a inventé toute cette histoire pour vendre cette lampe, tout simplement. D'accord. Et du coup, tout ça n'existerait pas, et ça serait tout serait dans la tête de... une histoire commerciale pour pouvoir vendre. Alors, ça m'en rappelle une que j'ai pas retrouvée, je m'en rappelais plus, mais maintenant que t'en parles, ça me rappelle une autre théorie, qui est qu'en fait, le marchand de la lampe et le génie ouais, aussi. qui vend la lampe dont il n'a plus besoin, vu qu'il n'est plus prisonnier de la lampe à la fin d'Aladdin. Il y a cette théorie-là aussi. Et on n'a pas parlé quand même, on est rentré vraiment direct dans le sujet. Est-ce qu'on ouvrirait la parenthèse pourquoi il y a ces théories et pourquoi elles existent et quelle est souvent quelle est la source en général, c'est les fans. Alors c'est souvent les fans qui effectivement vont... Pas les femmes, attention. Hein, les fans. Les fans. Les fans. Ça peut être des fans femmes d'ailleurs. Oui. Voilà. On n'a pas de. Ou Pascal Obispo d'ailleurs qui est en très dehors fan. de Patrick, on n'a pas de problème avec cette supposition. Par contre. Oui, on n'enregistre pas dans ma cuisine, donc toujours. Et ouais. Mais j'ai rien. Pardon. Non mais du coup, comme Damien lancé le truc technique. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est bon, il a vraiment cherché lui. Mais bien sûr que non. Ouais, c'est surtout parce qu'il y a Reddit, parce que tout le monde discute de tout et de rien et tout le monde a son avis et donc le donne. Mais après, je pense que tout ce qui est fan théorie, c'est un truc qui excite beaucoup de monde. Enfin, tu vois, choper les petits détails comme ça dans les trucs, Ah oui, choper les faux raccords aussi. Je pense que c'est un peu gratifiant de trouver. Enfin, moi je sais que j'aime bien les faux raccords quand j'en trouvais dans un film. Ouais. Ah, je suis fou, je fais putain, mais là ils sont trop mauvais, regarde, il y a ça et tout. Et je pense que c'est un peu ça aussi les théories de fans. Surtout que certaines sont quand même bien perchées. C'est-à-dire que déjà celle-là est bien costaud. Ouais, tout à fait. On va en voir d'autres un peu plus tard qui sont beaucoup plus compliquées. Et ouais, je pense que. Et puis les gars, ils cherchent vraiment. Ils vont vraiment chercher les détails, tout examiner point par point. Oui, encore que parfois, c'est comme tu dis, c'est basé sur quelques phrases, c'est basé sur des trucs. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi une histoire d'être un peu plus proche aussi de l'œuvre que tu as appréciée. C'est se faire partie un petit peu aussi de l'élite en disant ouais, moi je connais des trucs du film que tu connais pas. Ça fait toujours bien de dire. Et puis il y a un côté aussi peut-être interprétation. Mais ça, on y viendra. J'ai un ou deux exemples pour. Super, Patrick. Pour ça. Merci d'avoir travaillé, Patrick. Oui. J'ai essayé. Est-ce qu'on continuerait pas sur Disney, Patrick, là qu'on est écoute, dans je sais cet que univers? t'as plein de trucs sur Disney. Juste avant de commencer à continuer ouais, Disney, est-ce que quand il y a des gens, du coup, dans les fan théories, notamment celle d'Aladdin, qui ont demandé à Mickey, est-ce qu'ils répondent Disney? Vous savez ou pas? Disney, à ma connaissance, non. Okay. Il y a une autre théorie de fan qui a été confirmée. Alors, il y a plusieurs théories de fans qui ont été confirmées pour Harry Potter. Par exemple, J.K. Rowling a confirmé une théorie. Alors, j'ai l'impression que J.K. Rowling, elle confirme beaucoup de choses. Hein. Ça fait vendre des livres et des films, donc oui, elle peut confirmer. Alors, confirme, non? Pour le coup, celle-ci, je pense. Je vais expliquer tout simplement. Est-ce qu'on finit Disney et on passera à Harry Potter? Non, mais ok, vas-y. Non, mais c'est juste une parenthèse sur cette théorie qu'elle a confirmée. Et après, il y en a une autre que John Carpenter a confirmée pour le film The Thing. Mais la chose. Et donc pour J.K. Rowling, en fait, la première phrase que dit Severus Rogue à Harry Potter, en fait, il lui demande, alors j'ai pas le texte exact parce que j'ai pas fait mon travail, qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant deux plantes? Et en gros, dans le langage des fleurs, les plantes, en gros, c'est un chagrin d'amour. Alors, j'ai fait fleur seconde langue. Personnellement, ça dit pas ça. Mais bon, après, je ne vais pas juger non plus. Mais ok. D'accord. Voilà. Et du coup, et ça voudrait dire, du coup. Et du coup, Rogue était amoureux de la mère d'Harry Potter, ouais. Et il a juré de protéger Harry Potter. Okay. Même si Harry Potter ressemble à son père et que Rogue ne détestait le père d'Harry Potter. Ouais. James Potter, exactement. Et donc, en gros, dès le début, Rogue balance devant tout le monde, en langage codé, quel est son ressenti vis-à-vis d'Harry Potter. Bonne ambiance. C'est d'accord. Donc du coup,
il dévoile entre guillemets par code à Harry sans vraiment le dire que il est gentil alors que nous on croyait qu'il était méchant. C'est un peu ça. Je traduis pour les gens qui étaient pas forts en maths tout à l'heure. Pour les non-Potterhead. Les non Potterhead, ouais. Voilà, donc ça, c'est une théorie qui effectivement. Patrick est un Serpentard aussi, voilà. Oui, alors je sais pas, j'ai jamais fait le test. Alors j'ai fait le test, moi je suis la maison, tu sais, celle dont tout le monde se tape. Souffle. Ouais, c'est là. Ah, t'es sûr. Moi Moi je sais pas, donc j'ai jamais fait apparemment, le test. Je ferai en vraiment... live un autre. Vraiment, dans le truc d'Harry Potter, les Potterheads apparemment être Poufsouffle, c'est trop cool. Le héros des derniers films est Poufsouffle. Enfin, apparemment, c'est vraiment trop cool. Faut bien compenser le nom déjà. Faut bien compenser ce nom de merde. Très bien. Est-ce qu'on referme cette parenthèse sur et Harry et on reviendra sur Harry ou on finit sur Harry? Je dis juste un truc sur Harry. Effectivement, J.K. Rowling confirme à peu près tout et n'importe quoi du moment que ça va dans son sens. Ok. Ça, pourquoi pas après. Parce que moi, ma théorie sur Harry Potter, elle est très, très courte. On fait Harry et on revient. Parce que j'avais que ça sur Harry Potter. Moi. Ah, ok, moi j'en ai une autre aussi. Ah ouais, bon bah on finit vite Harry. C'est le bordel cette émission. C'est... Démerdez-vous avec ça chez vous, refaites le montage, envoyez-le-nous dans l'ordre et puis ça serait vraiment sympa. Ça serait très sympa de le faire. C'est un petit côté Tarantino cette émission. Donc en fait, il s'avérerait que donc Harry Potter, ça ne serait pas donc c'est cette film ne serait pas un sorcier qui est chez lui. 8 films, pardon. 7 livres, pardon. Ouais, 7 livres du film. Excusez-moi. Bah, on veut faire du business, on fait 8 films, il y a 7 livres. Bon, peu importe. Donc en fait, Harry ne serait jamais parti de chez son oncle et sa tante. Il serait, entre guillemets, martyrisé et tout ce qu'il vivrait, ça serait un rêve, ça serait une échappatoire et il serait maltraité en fait par son oncle et sa tante. Ses parents seraient vraiment morts, mais c'est juste un enfant solitaire enfermé dans un placard et enfermé dans un... Voilà. Tu veux récupérer peut-être ton téléphone parce que tu as des infos dessus. Je me débrouille. Je me débrouille, j'ai un deuxième téléphone, très bien. Donc moi, ça serait ça. Et du coup, ça serait simplement un moyen d'échapper à son quotidien. Je pense que dans ce rêve, il ne rêvait pas d'être Poufsouffle déjà. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Je vous permets pas. Ouais. On y reviendra, mais moi j'ai un truc sur les théories où les personnages rêvent, ça me pose souvent problème. Parce qu'il manque, souvent les indices sont un peu limités. Alors qu'il y a certaines théories où, alors je crois que j'en ai pas là, mais il y a des théories où on dit que les personnages rêvent. Et il y a des éléments qui permettent de dire qu'effectivement le personnage peut rêver. Mais s'il y en a une, en attendant que Nico ouvre ses petits documents sur son drive, pris en flagrant délit. Je vais parler de Dallas. Parce que c'est quand même un univers le nom du Grand impitoyable. Pacifique. Non, c'est surtout ça c'est côte ouest. L'univers impitoyable. L'univers impitoyable. Alors, il s'est avéré qu'effectivement, Patrick Ewing était mort. Pardon. Et en fait, il s'est juste un moment réveillé et il sort de la douche et en fait, il était pas mort. Il a rêvé toute une saison. Je crois que c'était une saison. J'ai aucune information précise, bien sûr, comme d'habitude, mais par contre, il y a plein d'épisodes et plein d'événements qui ont été supprimés juste par une espèce de fainéantise des scénaristes, on est plutôt d'accord, et en disant juste que Patrick Ewing, d'ailleurs, il a un très très beau prénom, j'aimerais le souligner. Je trouve aussi. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Nico est de retour avec ses notes. Bonsoir Patrick, bonsoir Damien, comment allez-vous? Bonsoir Nico. Démerdez-vous avec ça, n'oubliez pas, faites le montage chez vous et envoyez-le nous dans le bon ordre. Alors, Harry Potter. Harry Potter, pour fermer cette parenthèse, pour repartir sur le... Tellement le bordel, c'est encore plus bordel que d'habitude. Harry Potter, moi j'ai une théorie, j'ai chopé une théorie comme quoi, en fait, les 7 livres. Les 7 livres de J.K. Rowling. Exactement, salut à elle. Seraient en fait les 7 étapes du deuil. Et pourquoi donc j'ai des détails évidemment parce que j'ai beaucoup travaillé. Tome 1, le choc. Déjà, première étape du deuil. Alors, non, et peut-être tu lui expliques que J.K. Rowling aussi a perdu quelqu'un. Oui, c'est parce que c'est globalement important en fait pour valider cette théorie déjà. Ça peut être pas mal. Voilà. C'est que avant d'écrire, juste avant d'écrire Harry Potter, exactement. Elle a perdu. Alors, je crois que c'est sa mère. J'arrive pas à lire très vite. Je crois que c'est sa mère ou en tout cas quelqu'un de très proche et du coup ça l'a beaucoup impacté et j'ai pas l'info, je peux pas te dire. J'ai pas. Elle a perdu quelqu'un. Elle a perdu quelqu'un. On aurait dû l'appeler à peu près podcast. Et du coup, voilà pourquoi cette théorie est fortement appuyée. Revenons donc sur les étapes du deuil. Sur les petites étapes, je vais essayer de faire très vite parce que j'ai écrit tellement de choses. Je me suis couché sur Wikipédia. Peu importe. Donc tome 1, ça serait plutôt le choc. Donc Harry apprend qu'il est sorcier, que ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture, comme on lui a fait croire par notamment sa tante. Donc déjà le choc. Ensuite tome 2 serait plutôt le déni, c'est-à-dire que
Les Dursley veulent pas que Harry retourne à Poudlard. Et d'ailleurs, tout comme Dobby, l'espèce de truc qui... l'elfe de maison. Vous êtes désagréable sur les précisions. Qui fait tout d'ailleurs pour dissuader Harry de revenir dans le monde des sorciers. Tome 3 est plus axé sur la colère, où Harry apprend, ou en tout cas croit que Sirius Black a tué ses parents, et s'obstine vraiment à vouloir se venger. Tome 4 axé sur la tristesse, où Harry, qui assiste d'ailleurs à la mort de son ami Cédric. Diggory, oui. Voilà. Salut à lui. Ben non, il est mort. C'était horrible comme blague. Et je sais plus ce que j'ai écrit. Peu importe. Ouais, c'est vrai qu'il est devenu un vampire dans ton live depuis. Ouais, tout à fait. Sur la oui, d'ailleurs. Sur la colère, il y a aussi dans cet épisode-là, bon, on n'est pas des Pottermore, mais on les a vus. Il y a aussi cet aspect où il sait pas si, un petit peu comme Luke, il sait pas s'il est du côté obscur ou du côté clair. Oui. Parce qu'il y a effectivement, ce côté-là. c'est le tournoi des trois sorciers qui. Alors ça, c'est non, ça, rien à voir. Ouais, c'est dans le 4. Moi, je revenais déjà au 3. Ah, tu dis le 3, pardon, Ouais. excusez-moi, je suis nul. Mais sur la tristesse, effectivement, sur la mort sans pouvoir faire quoi que ce soit. Mais après, ça, c'est un truc qui vient dès le deuxième où il parle en fait, il parle de la langue des serpents, Fourche-langue. de Fourche-langue, En français. qui fait qu'il a toujours un doute sur le côté auquel il appartient. Ouais, tout à fait. Il l'aura jusqu'à la fin. Jusqu'au tome Gédusor. Waouh. Je sais Ah, pas comment rebondir là-dessus. Tome 5, qui serait plutôt axé sur la résignation, où Harry veut combattre Voldemort, mais personne ne veut le laisser entrer dans l'ordre du Phénix. Il crée donc l'armée de Dumbledore, parce que je connais très bien Harry Potter. Pardon. Dumbledore, donc. Dumbledore. Où vous pouvez tout trouver. Des Dumble et même plus. Et il veut sauver Sirius qui était en fait en sécurité, et cette intervention mène son parrain à sa perte. À la mort, d'ailleurs. Oui. Spoiler. Si vous l'aviez pas vu, bah loupé, dommage. On voulait parler des spoilers, mais ok, vas-y. On va directement spoiler. Tome 6 qui est plutôt sur l'acceptation. Par exemple, Poudlard qui représentait pendant un temps l'échappatoire d'Harry. Mais ce dernier prend à la fin du tome 6 la décision de quitter l'école pour partir en quête des, je vais mal le prononcer, des Horcruxes, et accepte ainsi sa destinée. Tome 7 est plus axé sur la reconstruction, dernière étape du deuil où les Horcruxes sont détruits, Voldemort est vaincu, désolé pour les spoils, Harry fonde une famille et les gentils gagnent à la fin. Et sa cicatrice cesse de lui faire mal. Ouais, ouais, tout à fait. Et il n'y a pas que lui qui se reconstruit dans le set, il y a aussi Neville Londubat et d'autres qui se vengent aussi de la mort de ses parents. Évidemment. C'est très bien, donc merci pour tous les Pottermore. Veuillez nous insulter. Donc rappelle-nous notre Twitter et notre mail peut-être. OOUP podcast @gmail.com pour nous insulter. Voilà. Alors, principalement insultez-moi parce que je suis nul en magie. Je connais Gérard Majax, mais après pas ouf. Personne nos 7 auditeurs ne connaissent même pas Gérard Majax, mais moi je le connais. Sylvain Gérard, si tu nous écoutes. Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, bien sûr. Est-ce que du coup on repart sur Disney parce que là il y a trop de parenthèses qui sont, il y a trop de trucs qu'on peut. Aucune qui se ferme. Et bizarrement, c'est comme le titre de l'émission, c'est vraiment le bordel. Donc très bien. On va repartir donc sur les théories sur Disney qui a racheté Marvel. Donc Marvel qui essaye d'avoir un univers cohérent, qui essaye de tout lier ses films. Est-ce que Disney n'a pas essayé de le faire avant? On va essayer d'y répondre ensemble par rapport à la théorie des fans. Je tease. Alors, il s'avérerait pour certains fans qu'il y a des liens entre les personnages interfilms. Comme les films ne se passent pas tous à la même époque, il se pourrait, du coup... Alors, ça va être le bordel, ça va être de la généalogie 101. Je vous laisse essayer de suivre. La généalogie pour les nuls, pour les Français d'entre vous. On va essayer Quasimodo est le père de la bête. Patrick est en train de spoiler une partie. Alors, il s'avérerait que dans Tarzan, Jane... Vous la connaissez, Jane? Oui. Elle serait potentiellement la petite fille de la Belle et la Bête. Et oui, parce que... Donc, l'arrière-petite-fille de Quasimodo. Non, alors Patrick a dit des bêtises, mais pourquoi? Alors, ça expliquerait pourquoi Jane comprendrait le langage un petit peu bestial de Tarzan. Parce que justement, sa grand-mère a compris la bête. Et en fait, il y a aussi pourquoi pas une analogie visuelle. En fait, ils ont mis côte à côte les photos et il y a une forte ressemblance entre les deux femmes. Donc, on est sur un truc assez léger pour l'instant. On commence doucement. Question bête, Jane n'est pas anglaise? Jane est anglaise. Parce que la Belle et la Bête, ça se passe dans le sud de la France.
dans le sud-ouest de la Excuse-moi, il n'y a que la Manche qui les sépare. Non, mais ma c'était théorie pour tient vérifier. toujours. Alors, on remarque aussi dans le film l'ensemble en porcelaine qui se trouve sur une des tables de l'expédition est la même que certains personnages de La Belle et la Bête. Attention, la théière, etc. France. Se trimballe avec des gens transformés en théière. Mais on oublierait du coup le fait que dans La Belle et la Bête, ce sont redevenus humains à la fin du film. Voilà. Donc, voilà. Ah, oui, c'est vrai. Donc, Tarzan. Alors là, on est toujours dans le truc. Tarzan serait, attention, accrochez-vous à vos Christophe baskets. Oh. Dans Greystock, oui. Putain, cette culture, hein, t'as vu, c'est incroyable. Incroyable. Mais il serait le frère d'Elsa et d'Anna de la Reine des Neiges, la fameuse Reine des Neiges. Ouais, il va falloir que tu me fasses le lien là, parce que je l'ai Alors, pas. le lien. Alors, là, on atteint les choses sérieuses. Là, c'est du là, lourd. on y est. Ok, Alors, c'est une théorie qui relie Tarzan, Réponse, la Reine des Neiges et la Petite Sirène. bon Dieu. Alors, la petite on sirène, Peut, on peut compter Hercule. laquelle, du coup? On peut compter Hercule. Donc, la théorie veut dire, et apparemment Chris Buck, le co-réalisateur de La Reine des Neiges, a donné un petit peu de grain à moudre aux fans. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les parents de Tarzan seraient morts. Non, c'est les parents, pardon. Les parents d'Elsa et d'Anna seraient morts dans un naufrage. Ok? Ok, Oui. pourquoi pas? Et en fait, ils se seraient échoués dans la jungle. Ils auraient eu un enfant. Cet enfant serait Tarzan. Tarzan, Christophe Lambert. Tarzan. Et en fait, ils ont bâti une maison dans les arbres, comme tout bon mec qui se tombe dans la jungle. Ils Évidemment. se seraient fait manger comme des connards par un léopard. Merci nos amis léopards. D'ailleurs, on les salue si vous nous écoutez. Ne mangez pas. Et du coup, Tarzan serait recueilli par une mère gorille adoptive, etc. Est-ce que c'est une coïncidence? Et en plus, Chris Buck a co-réalisé Tarzan, celui qui a réalisé La Reine des Neiges. Est-ce que une Je coïncidence? vois déjà un problème, mais Alors, les parents d'Anna et d'Elsa, La Reine des Neiges, se rendaient, donc ceux qui sont échoués, se rendaient au mariage de Réponse, justement dans ce bateau. Et en fait, lors d'une Non. session... c'est pas possible. Comment ça? Il se pointait au baptême de Réponse, non? Moi, j'ai... mariage, mais peut-être le baptême. On est tellement précis dans cette émission. Faites-le. L'émission de la précision. En fait, donc, quel mariage? Donc voilà. En fait, elle explique dans une question-réponse qu'il y a eu la réalisatrice, l'une des réalisatrices, elle explique qu'ils ont fait naufrage pour aller à un mariage. On savait pas quel mariage. La réponse, c'est mariage de Réponse. Et, voilà. Et là, vous l'aviez pas chez vous. Parents de Réponse. Et donc de Flynn aussi. Un indice, effectivement, c'est que ça vient de la chronologie. Et entre la chronologie réelle et la chronologie fictive. Donc le couple royal prend la mer et fait naufrage 3 ans avant les événements racontés dans la Reine des Neiges. Or, dans la vraie vie, 3 ans séparent également la sortie de ce film et celui de Réponse. On pourrait. Donc, en plus, au niveau de la théorie, les liens familiaux entre les deux films d'animation, selon les fans, les parents d'Elsa et d'Anna seraient l'oncle et la tante de Réponse. Ce qui expliquerait pourquoi ils iraient au mariage et à l'autre bout du monde et ils pourraient échouer. Accessoirement, ça ferait de Réponse la cousine d'Elsa et d'Anna. Voilà. Donc, ensuite, le lien avec la petite sirène. L'épave qu'explore Ariel serait le bateau dans lequel voyageaient justement les parents d'Elsa, d'Anna et donc de peut-être Tarzan. Donc, les navires se ressemblent énormément. Ça peut être une coïncidence, vous allez me dire. Oui. Détrompez-vous. Eh oui, c'est bel et bien le même bateau. La géographie semble coller. Les parents d'Elsa sont partis de la Norvège pour aller jusqu'en Allemagne, où se déroulait Réponse. Selon l'histoire racontée dans La Reine des Neiges, on peut placer le lieu du naufrage non loin d'une Danemark, où se déroulerait justement quoi? La petite sirène. Et voilà. Faut qu'on m'explique ce que Tarzan fout au Danemark, du coup. Ouais, c'est plus Tarzan que j'ai du mal à. Dernier truc, on peut rajouter un Ok, petit, rajoute. on peut rajouter un petit truc d'Hercule. Hercule serait le cousin, peut-être un peu éloigné, d'Ariel la petite sirène. Alors, on connaît l'approximation de la mythologie de Disney. Hein, il fait un peu ce qu'il veut. Même la mythologie grecque ou romaine, Zeus. Également. Ils sont aussi approximatifs que nous. C'est pour vous dire le niveau. Peut-être même plus. Ouais. Donc, dans Hercule, le héros est le fils de Zeus et d'Héra. Bon, ça c'est la mythologie, on n'en parle plus. Dans La Petite Sirène, Ariel est la fille du roi Triton, qui, si l'on suit la mythologie grecque, ce que Disney ne fait pas, bon, mais est le fils de Poséidon, alias le frère de Zeus. Donc Hercule serait cousin de Triton et le grand cousin d'Ariel. Eh ben,
Tout est lié. Incroyable. Si vous pouvez me faire un schéma chez vous et m'envoyer tout ça Alors, à ooippodcast@gmail.com. alors, deux trucs, c'est que normalement, Tarzan dans l'histoire est Lord Greystock, Oui. qui là, du coup, on oublie ça. Et par contre, Réponse est là pour le couronnement d'Anna, ou d'Elsa, dans La Reine des Neiges. On la voit dans le film. Donc je pense que ses parents sont partis pour sa naissance, ou pour la naissance des parents de Réponse. Ou peut-être alors le baptême. J'ai un petit plus qui vient lier un peu tout. Encore. Tintintin. Cerise sur Ça- le gâteau. Tellement spoiler un truc, mais non, j'ai rien, c'est rien lié du. Il s'avérerait qu'il y a un lien aussi avec Peter Pan et Ariel la petite sirène. Pourquoi? Parce qu'il s'avérerait que la mère de la petite sirène, elle s'appelle Athéna. C'est une reine, ok. On est plutôt cool, ok. Et on voit dans le film La Petite Sirène 3 que personne n'a vu. Hein. Il y a un flashback où on voit Athéna. On apprend dans ce film d'ailleurs qu'elle a été tuée par un pirate. Vous allez me dire, mais quel pirate? Alors, et dans quel autre dessin animé de Disney on voit des sirènes? Je vous le donne dans le mille, dans Peter Pan, où le principal méchant est un pirate qui s'appelle Capitaine Crochet. Donc, tout est lié. Et du coup, si la petite sirène est la fille d'Athéna, et Athéna connaît aussi les chevaliers zodiaques. Alors là, au niveau de la théorie, on pourrait tout lier. Donc, alors, moi, c'est plus sur Tarzan que j'ai un peu du mal, parce que ses parents, en fait, pourraient être n'importe qui, finalement, on s'en fout. Mais tous les parents de tout le monde pourraient être n'importe qui. Non, Là, on est sur des théories de fans. Surtout vraiment. qu'être parent de princesse Disney, c'est compliqué vu qu'ils meurent tous. C'est pas faux. Ouais, les 3/4 sont morts. C'est vrai. Ça va, Mais c'était tes enfants non sont pas des princes de Disney, tout va Des bien. princes de la loose. Donc, est-ce qu'on continue un peu sur... J'ai un peu de trucs sur Disney. Je sais que Patrick a quelque chose sur Pixar. Est-ce qu'on... Alors moi j'ai 2-3 trucs sur Disney. Moi, je pourrais partir sur un peu Pixar si tu veux, mais vas-y, je te laisse finir sur Disney d'abord. Bah attends, je regarde ce que j'ai sur Disney parce que j'en ai un peu partout. J'ai tellement de notes, je sais pas par où vous voulez que je commence. Est-ce que tu veux mettre Pixar, une petite Pixar. musique d'attente en attendant, Nico? Bien sûr. Non, ne fais pas ça. Tu veux pas compléter les blancs plutôt, Nico? Merci de suivre cette émission. Patrick est de retour bientôt avec ses notes pour vous donner On encore va plus de partir- plaisir et de divertissement. On va partir dessus sur la théorie Pixar. Alors en fait, il y a Pardon, Merci. la coupure est très violente, hein, désolé. On n'a pas de potard. On essaye les jingles comme vous l'avez vu ce soir. On attaque fort avec la théorie Pixar ou on prend les petites théories avant? Est-ce que- on peut- J'avais une petite théorie avant. Ouais. Elle arrive. Alors, vas-y. Nico est tout sur son téléphone. Sur Titanic. Ah, Qui a rien à voir avec Pixar. Oui, non, mais pour combler un petit peu. Vas-y, on va moi, voir. je comble. Vas-y, moi aussi, j'ai plein de théories sur Titanic. En vas-y. fait, merde. Leonardo se fait pépon par la petite sirène. Ah bah du coup tu l'as déjà apparemment. Du coup, non, Jack Dawson n'existe pas. Il paraîtrait. Ouais. Il paraîtrait. Et en fait, Rose l'aurait inventé de toutes pièces pour échapper à son quotidien morne et monotone. Ah, vraiment une vie relou, là. C'est quand même hyper dur d'être riche. Les arguments, pourquoi? La toute première rencontre entre Jack et Rose a lieu sur le pont du Titanic. Alors que la jeune fille s'apprête à mettre fin à ses jours en sautant à l'eau. Pour échapper à ce triste destin, son subconscient a pu lui créer son compagnon imaginaire. Ouais. Pourquoi pas? Jusque-là, ça peut Jack, marcher. Jack est aussi en tout point parfait. Il représente exactement ce dont rêve Rose. Et par exemple, pour chercher notamment tous les moyens pour échapper à son mariage forcé. Ouais, Pourquoi pas? Après, elle a un ami imaginaire, en fait, finalement. c'est un peu ça, ouais. Jack, il est entré sur le Titanic grâce à un billet gagné aux cartes. Son nom ne figure sur aucune liste de passagers. Et donc, officiellement, il n'existe pas sur le paquebot. Bon. Sa mort à la fin survient lorsque Rose échappe enfin à son destin tout tracé. Et elle peut à présent continuer sa route seule, libre et indépendante. C'est ce qu'elle va faire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle aurait mis fin à son ami imaginaire. Alors, il y a des limites à ça. Si Jack... j'ai beaucoup travaillé. Tu lis bien, en tout cas. Je lis très bien. Il y a des limites à ça. Par exemple, si Jack n'existe pas, déjà, comment se fait-il que les autres passagers du Titanic puissent le voir et lui parler? Hein? Il va falloir m'expliquer ça. À moins que tout soit un rêve, mais dans ce cas, c'est un peu trop facile. Ou comme qu'elle dans le film. hallucine grave. Ou qu'elle est complètement sous. LSD. Et qui d'autre que Jack aurait pu dessiner le portrait de Rose, qui lui d'ailleurs est bien réel parce qu'il est retrouvé par les fouilleurs au début du film. Intéressant. C'est vrai. Voilà. Plein de piments. En tout cas, je tiens à dire que la théorie pour laquelle Jack aurait pu monter sur cette putain de porte et être sauvé est vraie, puisque dans Mythbuster, une super émission qui teste les mythes en direct et les légendes, ils ont prouvé que deux personnes pouvaient
bien sûr se placer sur cette planche puisqu'elle était assez grande, mais au niveau de le seuil de flottaison, ça aurait pu fonctionner si Rose avait placé son gilet de sauvetage sous cette planche, Exact. et ainsi ils auraient été tous les deux sauvés et l'amour aurait vaincu la mort. C'est tellement, tellement magnifique. Du coup, C'était ma petite anecdote à vous sur Titanic. Du coup, Le film le plus cher de l'histoire Ah ouais jusqu'à il y a très peu de temps, mais jusqu'à Endgame, je pense. Mais jusque-là, c'était Titanic. et d'ailleurs, Endgame qui triche, ils vont refaire une sortie en salle parce qu'ils n'ont pas battu le record de. Tout à fait. Tout à fait. Ah, je sais ah, plus ça tombe bien, je l'ai pas vu. d'Avatar. Tu as toujours pas vu. C'est ça, c'est C'est ça, ouais, c'est le record c'est- d'Avatar, c'est- ils n'ont pas réussi à le battre et du un coup, record ils le d'Avatar. ressortent. Ah, du coup, ils sont vénères. C'est moche. Ouais, bah, je crois qu'en fait, Titanic était le plus cher jusqu'à Avatar, qui est le plus cher. James Cameron, il fait le plus cher. On les file des Tu veux faire quoi comme film? Le plus cher. Le plus cher. Bon, bah, j'aimerais que ce soit ma vie aussi. Ma je vie, veux faire le truc le plus cher. Le plus cher. je vais attaquer un gros dossier. Ouais, je t'en prie, Patrick. Attaque. Alors, la théorie Pixar, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, alors c'est une théorie qui est comme celle que j'ai exposée de Disney, qui paraît un peu capillotractée, c'est certes, mais c'est une théorie qui se voudrait que tous les Pixar soient liés entre eux et que les personnages pourraient être présents dans un ou dans l'autre film, dans un ou dans un autre film. Est-ce que je suis pas clair? Si, c'est à peu près ça. On va voir que certains personnages seraient, d'après cette théorie, dans plusieurs films, pas forcément de la même franchise. Voilà. J'ai une autre théorie pour Wall-E et Eve, on en parlera tout à l'heure. J'en ai quelques-unes aussi. Donc il y a 3 factions dans le monde de Pixar. Il y a les animaux, les machines et les humains. Oui, On va commencer par le voyage d'Arlo. Oui. Dans le voyage d'Arlo, on voit un que dinosaure. c'est un dinosaure et Un brontosaure d'ailleurs. l'astéroïde n'a pas frappé la Terre. Donc ça va créer une sorte de réalité alternative, la Terre 2, sur laquelle va se passer tout l'univers de Pixar. D'accord. Ok. Patrick est précis hein, quand même. Ouais, alors, il est très bon. Voilà, donc dans Rebelle, on arrive au Moyen-Âge, il n'y a plus de dinosaures. Comment ils sont disparus? On sait pas, mais c'est pas grave, ça nous arrange de pas savoir dans ce Une cas. ère glaciaire. C'est vite fait. Hein. Une grippe. Une bonne grippe. Une bonne vieille grippe. Hein. Tu sais, un brontosaure, comment il se mouche. Voilà. Je prends pas de Doliprane. Hein. Voilà. Par contre, il n'y a plus de dinosaures, il y a la magie qui est apparue. Ce qui est logique en soi. Parce que, Bah oui, au Moyen-Âge, il y a de la magie, il n'y a pas de bien dinosaures. sûr. Logique. bah, ça me paraît Et cohérent. ça se voit notamment par la sorcière, qui est capable apparemment de traverser les dimensions à travers les portes et d'utiliser des objets par la force de la pensée. Et est-ce que cette sorcière, ça serait pas le Ça personnage serait d'un pas autre film? On garde ça pour la fin. Ok. D'accord. Ah oui, t'es vraiment dans la storytelling. Il est En- très très fort. On va arriver aux Je vois pas jusque-là quand on même. va arriver aux indestructibles. Oui. Donc on avance un peu dans l'histoire. Ah oui, t'as sauté quand même. Tu On a sautes sauté un des petit peu. siècles, toi. Hein. Donc dans les indestructibles, la magie s'est transformée en pouvoir. Mhm. Donc on a des super-héros, Elastic Girl, Monsieur Monsieur Indestructible. Indestructible, et on a un personnage qui est Syndrome, qui va créer pour affronter les indestructibles l'intelligence artificielle. Mhm. Il va utiliser une énergie qui va donner vie aux objets inanimés. Tiens donc. Intéressant. Nous Ça voici. m'a l'air d'être une belle histoire de jouer, cette histoire. C'est une très belle histoire de jouer. Mais en gros, on voit que les objets inanimés prennent vie, donc c'est Toy Story. Mhm. Et là, maintenant, on va partir sur là-haut. Dans Mhm. là-haut, on s'aperçoit qu'un scientifique a mis des colliers aux chiens pour leur permettre de parler. Oui. Oui. Donc les animaux évoluent. Oui. Et Ils du vont coup. finir par se passer de ces colliers pour parler, devenant ainsi Nemo, dans le monde de Nemo, Oui. où les animaux Ou- évoluent, un poisson clown traverse tout l'océan, ou Ratatouille qui est capable de communiquer avec un humain. Ou Zootopie. C'est Pixar ça, Zootopie Oui. Je me souviens plus. Non, Ok. c'est pas Pixar. C'est pas Pixar, Zootopie non, parce que ça m'arrange, parce que ça rentre pas du tout dans la théorie. C'est C'est des cousins. C'est pas Zootopie, c'est pas Pixar. Non, je sais Zootopie, pas, c'est pas honnêtement. Pixar. Vérifions en direct. Vas-y, je suis sûr. Donc ensuite, cette énergie en fait de syndrome viendrait des émotions des humains en fait. D'où, putain, comment il s'appelle? Upside Down. Upside Down. Exactement, J'ai plus vice le nom versa en Vice français. versa. Donc les émotions qui donnent du pouvoir dans vice versa ou qui permettent dans Coco aux morts de rester tant qu'on pense à eux. Oui. Cette énergie va être... Walt Disney Pictures, Oui, Zootopie. merci. Donc j'avais raison. Pixar appartient à Walt Disney. Walt Disney Pictures. Mais Merci. C'est pas le studio Pixar qui l'a fait donc.
Donc cette énergie va être exploitée par BNL. PNL, non c'est PNL, Non, ODD. BNL. C'est un groupe qui parle sur de la musique bizarre. Exactement. Et donc, c'est By and Large. Ok. Titre. Donc, c'est ce groupe qui va faire que dans là-haut, je crois que c'est Anderson, le nom du petit papy, tout le quartier est racheté et... Carl Anderson. Merci. Ils montent donc des immeubles et doivent dégager le petit papy. C'est également eux qu'on peut voir dans Wall-E. Tous les déchets et pas mal de choses viennent de BNL. D'ailleurs, dans Wall-E, on va... Les déchets, ça vient de PNL, ouais. Voilà. Je suis d'accord. On va voir que tous les gobelets sont notés BNL. Le vaisseau, je crois, dans Wall-E est noté BNL aussi. Wall-E. Et donc, les humains sont partis dans l'espace. Mais, du coup, ils ont été remplacés par les machines et on arrive à Cars. Ah. C'est comme ça que les machines ont continué à prospérer, sauf qu'elles n'ont plus l'énergie des humains dont on parlait tout à l'heure. Donc, leur civilisation s'est effondrée. Wall-E va ramener les humains sur la planète. Ils vont planter un arbre, ce qui va donner l'arbre de 1001 pattes. Mais là, il n'y a plus d'humains à ce moment-là. Il n'y a pas de machine à 1001 pattes non plus. Non, bah non. Mais il y a des humains. Il y a un humain qui écrase. Il y a des humains dans 1001 pattes. Dans 1001 pattes, il y a des humains. Qui écrase avec le chewing-gum, je me souviens. Ouais, il y a des humains. D'accord, j'ai dit une bêtise. Mais donc, c'est les dernières fois où on voit les humains. Ok. Les animaux vont continuer à évoluer. Oh, les humains d'ailleurs, on ne sait pas exactement. Ils vont devenir des monstres. On arrive à Monstres et compagnie. Et en fait, les portes utilisées dans Monstres et compagnie pour aller chercher l'énergie, donc l'émotion des humains, qui leur permettent de recharger toute leur batterie, en fait, ce ne seraient pas des portes voyageant vers la dimension des humains, mais des portes qui permettent de voyager dans le temps, de venir à l'époque où il y avait des humains. Et c'est là qu'arrive Boo. Boo qui va se retrouver dans le futur, donc avec les monstres. Et à un moment, elle va être séparée de Sully. Et en voulant le retrouver, elle va partir dans le passé. Et elle va devenir la sorcière de Rebelle. Et ce qui permet d'affirmer un peu ça, De boucler la boucle, c'est que la sorcière de Rebelle a une sculpture de Sully, donc le héros de Monstres et compagnie. Et là, une petite voiture en bois du Pizza Planet. Une sculpture de Sully, c'est ça? T'as dit une culture, non? Une culture du Sully, elle fait pousser des petits Sully, pas comme ça. D'accord. Une sculpture. Est-ce que si vous aussi vous êtes chez vous, sur le cul, hashtag sur le cul sur Twitter, à partir de maintenant, parce que Patrick a été fou. Merci Patrick. Merci Patrick. On pourrait presque l'applaudir si on avait des mains. Ouais. Je crois que c'est donc une certaine John Negroni qui a sorti cette théorie. C'est pas mal du tout. Et il doit gagner de l'argent, il vend des livres avec. Ouais, mais let's go. C'est enfin, je pense qu'on peut faire un peu le lien de tout et n'importe quoi du coup. Ah ben, quand tu cherches, tu trouves. Ça s'appelle un cerveau. Mais excusez-moi, j'ai pas eu ça. Non mais c'est vrai que cette théorie, enfin moi c'est une de mes théories préférées parce qu'après il y a plein de choses où tu te dis ben oui forcément si tu cherches un peu tu peux trouver plein d'indices qui te permettent de dire ben non ça marche pas la théorie. Oui. Mais le fait d'avoir vraiment été chercher des trucs, de dire ouais mais ça peut coller à ça, ça peut coller à ça, je trouve que le mec il a vraiment bossé derrière, il a vraiment réfléchi à son truc. Maintenant clairement ça tient pas. Je vais faire l'avocat du diable et exprès, c'est que on le dit bien, c'est des théories de films, de fans de films ou de films, même des gens qui écrivent des livres, des auteurs. Le dernier truc où on a parlé de théorie, c'est la théorie du complot, et c'est basé exactement sur le même schéma de pensée, sur la même construction. C'est-à-dire avec des choses où on arrive à les relier en disant bon bah regardez vos chaussures elles sont plates donc la terre elle est plate. Et là c'est plus ou moins ce que les gens font, et même s'il y a des choses qui effectivement concordent ou s'il y avait des volontés artistiques de la part des créateurs de lier les choses pour le clin d'œil parce que etc. Et il y a toujours une volonté dans les Pixar de toute façon de faire même au-delà de cette théorie de faire des clins d'œil avec tout. C'est un peu la même chose avec la théorie Disney où finalement tu retrouves la théière dans Tarzan ou des choses comme ça. Bien sûr, je pense que c'est plus des clins d'œil. Puis c'est comme il faut savoir qu'il y a des Mickey dans tous les Disney. Ouais. Il y a une forme. Il y a la tête de Mickey dans tous les Disney. En forme ou en forme. Ah ouais, j'ai pas. Ça peut être juste des bulles qui font. Qui ont d'accord. Mais il y a toujours eu le logo Disney dans tous les Disney. Il s'insère de partout ce Mickey. Il y a une théorie sur Sid de Toy Story
grandirait et qui deviendrait finalement aussi Qui vient dans Toy Story 3, non? qui redeviendrait les boueurs voilà dans qui Toy, revient les- dans Toy Story 3 je crois que c'est ça hein, Si, non, mais c'est vrai, cette théorie, je l'avais entendue. Bah tiens, j'ai Je l'avais pas. quelques théories encore plus minimes sur les Ouais. Pixar. Ouais, Vas-y, moi vas-y. aussi j'en ai quelques-unes. Balancez tout. Alors, t'as quoi? Moi, j'ai Wall-E et j'en ai 2 sur Toy Story. Moi j'en ai une sur Toy Story, une sur Nemo et une sur Wall-E. Bah alors, je fais Wall-E. Après, on verra ce qu'on a en commun pour Toy Story. Je t'en prie Patrick, on s'organisera après. Donc, sur Wall-E, À la fin du podcast. exactement, Wall-E, c'est Satan. Waouh. Ce qui est d'ailleurs le nom de mon album de rap. Waouh ou Wall-E Ok. Alors, pourquoi Wall-E et Satan? Bah, là, comme ça, pas ouf. J'ai Alors pas comme de- tu nous en as parlé avant, je sais, mais Ah, j'ai déjà oublié, donc. Je crois que Nico, je vais peut-être pas tout expliquer. En fait, sur le vaisseau, Oui. les humains sont dans une sorte de jardin d'Éden. Ils n'ont pas à travailler. Oui. Ils sont nourris, ils sont installés confortablement, ils sont en bonne santé, sauf si on oublie l'obésité, Oui, ce qui est pas ouf. ce qui est pas ouf. ils Mais sont pas ouf en bonne santé. Tu vois, tu t'arranges avec Ils les ont- réalités déjà. enfin, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils sont vraiment presque dans un monde paradisiaque. C'est d'ailleurs comme ça que les pubs du Oui, vaisseau sont ouais, présentés c'est- exact. dans le vaisseau. Exact. Mhm. Et donc, Wall-E va venir sur le vaisseau à la recherche d'Eve, Mhm. Ève. où il va lui confier une D'ailleurs, plante. Eve, lève-toi. Tes enfants ont grandi. Et danse avec la nuit aussi. Mais bon, après. Bon. Voilà. Elle dansait pas tellement avec la nuit. Peu importe. Il va donc Eve a récupéré une plante sur Terre, Ève, comme le jardin d'Éden. Ève, on y est c'est ou- ça, Evangélie, rien à voir. Rien à voir. et elle va confier cette plante au capitaine du vaisseau. Capitaine, capitaine. Capitaine du vaisseau qui du coup serait Adam. Ah oui. L'intelligence artificielle du vaisseau va s'opposer à leur départ. Oui. Ok, départ pour la Terre, on rappelle. Départ pour la Terre, et donc là ils vont retourner sur Terre. La plante serait la représentation de la pomme. Exactement. Voilà, j'essaie de traduire un petit peu tout ce que tu dis. Je pense que tout le monde avait compris. Et en arrivant sur Terre, Tu les surestimes, humains vont devoir travailler pour reconstruire le monde. nettoyer, balayer, astiquer. Nettoyer, balayer, exactement. Casa, toujours bonne porte. Planter, cultiver, pêcher, chasser. Exactement comme ont dû le faire Adam et Ève en partant de l'Éden. D'accord. Et ce qui expliquerait que comme Wall-E a donné la plante à Ève, c'est lui qui l'a Comme- tenté. Et en fait, il a tenté Ève. Voilà. J'essaie de remettre les choses dans l'ordre pour expliquer parce que c'était Ne serait-ce que pour moi, déjà, ça, Voilà. ça me fait plaisir. en donnant en tentant Ève avec la plante finalement comme Comme Satan l'a fait avec Ève dans le L'autre. jardin d'Éden, avec l'autre Ève avec la pomme dans le jardin d'Éden. Ils se sont fait grosso modo bannir du jardin d'Éden et le parallèle est fait par rapport à la plante dans Wall-E. Exactement. Merci Patrick. Et donc, tu avais une théorie encore sur Pixar? Ouais, j'ai une théorie sur. Je pense qu'on va se rejoindre sur cette théorie sur Toy Story. En fait, il se pourrait en fait que la mère d'Andy, donc le propriétaire de Woody et de Buzz l'éclair, donc dans le premier Toy Story, la mère d'Andy serait la première propriétaire de Jessie. Emily. Voilà, Emily, qui apparaîtrait en fait après dans Toy Story 2, parce que en fait dans le premier Toy Story, on voit Andy qui porte un chapeau de cow-boy qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au chapeau de Jessie. Et en plus, Jessie dans l'histoire, elle nous raconte que son ancienne propriétaire, etc. Elle nous raconte un petit peu sa vie avec l'ancienne propriétaire. Et du coup, ce chapeau, il aurait été légué donc par la mère d'Andy à Andy, et finalement la boucle serait bouclée. Et Il y a une- y a un autre indice à ce propos aussi. Vas-y, ouais. C'est sur le fait que dans un des flashbacks où on voit Jessie sur le lit d'Emily, il y a aussi le chapeau de Jessie, donc qu'un enfant portait. Donc c'est pour ça qu'il y a des éléments qui laissent penser que ce chapeau, donc celui que Andy a récupéré, et que donc c'est sa mère qui lui aurait donné. Sa mère serait donc l'ancienne propriétaire de Jessie. L'autre théorie serait que toute cette histoire, encore une fois, a été inventée par un enfant en mal-être, comme Harry, puisque finalement Andy, on ne voit jamais son père,
dans aucun des films. Alors, j'ai pas vu le 4, je voudrais pas je l'ai pas vu, mais spoiler, mais on voit pas son père et il s'avérerait finalement qu'on est dans une période de divorce, on est en plein milieu dans les cartons, parce que sa mère est en train de faire du ménage et tout, on est dans les cartons, et ça serait effectivement, pour pallier à ce truc-là, se faire des histoires avec des jouets. Et elle ne porte pas d'alliance, sa mère. Et elle porte pas d'alliance, elle porte peut-être plus d'alliance. Peut-être. Ça serait des théories sur Toy Story. Toy Story, c'est bon, mangez-en. Il y a aussi un autre truc à ce propos, c'est qu'on voit que donc Jessie et j'ai perdu le nom du coup, et Woody sont les héros d'un show en noir et blanc, d'une série en noir et blanc. Oui. Et donc Woody aurait été transmis à Andy par son père. Et donc c'est pour ça qu'il est si attaché, enfin c'est d'après une théorie, c'est pour ça qu'il serait aussi attaché à ce jouet, parce que justement c'est un souvenir de son père qui serait parti. Alors, merci Patrick pour toutes ces précisions. Je trouve ça hyper intéressant. N'oubliez pas que essayez de voir les films avant d'écouter cet épisode, je veux le dire plein milieu. maintenant qu'on vous a tout spoilé. Maintenant qu'on a tout spoilé. Mais en tout cas, c'est très intéressant Patrick, je te félicite. Je vais venir sur un truc un peu moins cool. Alors, on va parler de Nemo. Très très bon Pixar, très bon aussi, film, hein. Très beau film, très beau Pixar. Un de mes Pixar préférés également. Tout le monde s'en fout, mais j'aime bien le dire. Non, j'apprécie l'anecdote. Ouais, merci ça. Je voulais faire une imitation de Buzz l'éclair, mais vas-y, bon, vas-y, allez. Damien, tu pourrais pas nous faire une petite imitation de Buzz l'éclair? Vers l'infini et au-delà. Incroyable, Voilà. incroyable. J'ai l'impression d'y être. Ah, on était pas mal. Richard Darbois. J'ai eu l'impression d'être un jouet. Alors, d'être ton jouet. merci. Titre, on est tellement là. Donc, la théorie sur Nemo, ça serait qu'en fait, Nemo, donc le petit poisson clown avec une nageoire atrophiée, on le rappelle. Moi, je comprends pas comment il tourne pas en rond. Et dans le papa, il Franck Dubosc. Toujours. On n'attend pas Patrick. Oh merde. Putain, merde. Merci. Et du coup, alors la théorie voudrait que finalement Nemo serait mort depuis le début du film. Vous vous souvenez au début du film, Nemo, sa mère est attaquée par une saloperie, par un barracuda. Et tout le nid d'ailleurs. Tout le nid. Et donc la progéniture, et il reste plus que Nemo. Ok. Tu veux faire une imitation de Claude François également? Non, c'est trop électrique. Voilà sur les filles. Ok. Très bon. Et incroyable. J'ai l'électricité à faire dans la salle de basse. Tu veux. La pendule de l'entrée. On pourrait faire un podcast sur Claude François. Juste sur l'imitation. Continue. On va continuer. Du coup, en fait, il s'avérait que ce moment-là du film serait la seule chose vraie du film, puisque c'est le moment où le barracuda mange donc la mère. Oui, bon, on va pas faire Claude François chaque fois. Je suis désolé. Mange la mère de Nemo et toute la progéniture, y compris Nemo. Et du coup, en fait, le reste du film serait une hallucination causée par le chagrin de Marin, son père, du coup, joué par le talentueux Franck Dubosc. Alors, attends, pas Patrick, du coup? Pour surmonter sa douleur. Ah, pas mal. Ah, il y avait quelque chose. Donc, du coup, les internautes soulèvent le fait que Nemo en latin, ça signifie personne. Donc, incroyable. C'est encore tiré un peu par les cheveux, mais néanmoins, voilà. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. La théorie, encore un petit peu dépressive, on va repartir sur là-haut. Du coup, ça serait finalement donc Carl Anderson. Oui. En fait, finalement, ce serait simplement son récit du voyage dans l'au-delà pour rejoindre sa femme décédée. Avec Voilà. un petit chinois. Il est peut-être mexicain. Mexicain, chinois, tu sais, pour moi, c'est. Merci, nous souhaitons la bienvenue à toutes les communautés, quels que soient vos horizons et vos yeux. Apparemment. Donc cette théorie, au tout début du film, Carl est censé abandonner sa maison pour partir en maison de retraite, puisque, comme tu le disais, la maison va être achetée pour être supprimée pour faire des immeubles. Il mourrait finalement dans son sommeil, et tout le reste du film serait son voyage à travers l'au-delà pour retrouver sa chère et tendre Ellie. Donc les 10 premières minutes du film, c'est vraiment une tuerie. Je vous conseille déjà de regarder juste ça, si vous avez l'occasion. Je sais même pas si ça dure 10 minutes, mais il n'y a pas une parole et c'est vraiment. Mais sachant que c'est vraiment là-haut, très fort. Clairement un film sur le deuil. Oui. Il est très très beau. Il est très très bien fait. On est d'accord. J'ai quelques trucs sur Pixar, mais je pense qu'on en a parlé, donc je pense que t'es revenu dessus. Après, moi, j'ai plus rien sur Pixar. On peut parler sur d'autres trucs ou je sais pas. Est-ce que Nico, t'as quelque chose ou J'ai rien sur Pixar. Vas-y. Non, moi sur Pixar, c'est bon. Moi, j'aimerais parler de mon chouchou. Si ce n'est mon acteur de prédilection,
Franck Dubosc. Franck Dubosc. Et voilà. En fait, Franck Dubosc serait le même dans tous les films. D'ailleurs, il joue pareil. C'est finalement pas qu'une théorie. Hein. Alors que finalement, Gad Elmaleh sur un doppelganger qui imite un peu tout le monde. Hashtag copie comique. Oh là là, ça balance pas mal à Paris. Et aussi dans Hoop. Donc, non, je voulais parler d'autre chose. Je pense que vous me voyez venir puisque vous me connaissez un petit peu. Est-ce que vous voyez Nicolas pas du tout, Patrick est un peu plus sur la voie. Je sais pas du tout. Donne un indice. Ouais. Je donne un indice. Papier, ciseaux. Ouais, je vois. Le premier, c'est Pierre en anglais. Rock. Oh oui. The Rock. En plus, depuis le temps que tu le teases. Alors là. Comme un rock d'ailleurs disait. Merci Johnson. Comme un rock. Putain, j'ai plus Ensemble le nom de la comme un chanteuse. rock. Voilà. Nadia. Merci Nadia. La culture, c'est comme la confiture. Quand on n'en a pas, on l'étale. Apparemment, je sais pas. Croyez-moi, C'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Voilà. Alors, j'avoue que depuis que tu m'as vendu cette théorie, j'ai absolument rien regardé dessus. Parce que je me suis dit, je vais la découvrir à ce moment-là. Alors, Ça va être exceptionnel. du coup, moi, j'ai rien regardé sur aucune des théories et je découvre tellement de choses ce soir. Je vais parler bien sûr de The Rock Dwayne Johnson. Dwayne Johnson qui est un petit peu le meilleur Rock. acteur. Le meilleur acteur du cinéma américain. Vous l'avez vu bien sûr dans Fast and Furious. Rapide et Furieux. Rapide et Furieux. Vous l'avez vu dans Jumanji. Vous l'avez vu dans La Fée des Dents. N'oubliez jamais ce film. Au film. Vous l'avez vu dans. Il n'a pas fait un truc genre Babysitter, un peu comme avait fait. La Fée des Dents, je crois. C'est La Fée des Dents, c'est pas peut-être. Vous l'avez vu dans No Pain No Gain où c'était c'est Vin Diesel. monstre. Vous l'avez vu dans Skycraper. Vous l'avez vu dans Pain and Gain. Non, Doom. C'est pas No Pain No Gain, c'est Pain and Gain. Vous l'avez vu dans plein de films. Alors, il y a une théorie en fait qui voudrait, vous l'avez vu bien sûr, d'abord en 3D moche dans Le Roi Scorpion, la suite de la momie. Alors, cette théorie voudrait finalement qu'il y ait un lien, et c'est pas n'importe qui le dit, c'est un journaliste du Huffington Post, alors je vais essayer de le dire correctement, qui essaye de Hiram Garcia. Non, c'est pas du tout ça. Hiram Garcia, c'est le président de la société de production de comédiens. C'est Huntington ou Huffington? Huffington, non? Huffington Post, qui en a parlé. Donc du coup, en fait, il se bat contre des animaux géants. Déjà, j'aimerais venir sur le fait que dans tous ces films, de manière générale, c'est un des rares acteurs américains qui est assez asexué. Alors, je vais m'expliquer dans quel Il sens. a quand même pas mal de testostérone, mais vas-y. Mais il a énormément de testostérone, mais il n'y a aucune allusion. Il ne fait aucune allusion sexuelle. Il ne fait jamais d'allusion sexuelle dans quasiment aucun de ses films. Je sais même pas s'il y a des. Alors, dans ceux que j'ai vus, il y a aucun love interest en fait. Il en a dans La Faille San Andreas. Ouais. Il y a sa femme qui est finalement une. Il se remarie en fait avec une nana. Il sauve les enfants de cette nana. Mais ouais, il a des love interests, mais il n'y a vraiment pas de. Le sexe ne rentre pas en compte. C'est incroyable, c'est que les Américains se sont arrivés à faire la plus grosse brute des États-Unis, d'en faire le mec le plus asexué du monde, alors que comme tu dis, il déborde quand même plutôt de testostérone. Et c'est assez intéressant. Mais ça n'empêche que voilà, il y a un The Rock Universe. The Rock Universe commence donc par le Roi Scorpion. Le Roi Scorpion. On va en parler puisque, en fait, dans tous ces films, il a une sorte de rôle de quelqu'un qui s'améliore toujours, qui essaye d'aller au-delà de ce qu'il est. C'est même le cas dans Pain and Gain, c'est le cas dans à peu près tous les films. Il essaye de s'améliorer. Dans San Andreas, effectivement, c'est un beau-père qui comprend assez mal ses beaux-enfants, donc il essaye d'aller au-delà. Dans La Fée des Dents, effectivement, il a des relations assez particulières avec les enfants, et il va au-delà de ça. Non. Ah si, là c'était obligé. Ouais, quand même. Dans Skycraper, etc. Voilà. Donc en fait, il s'avère donc que dans, il faut savoir que dans le film Le Roi Scorpion, on le condamne en fait à vie et à mort d'ailleurs sur des générations à être quelqu'un qui va être bienveillant avec les gens et qui va essayer de sauver les gens de manière générale quand il meurt, le Roi Scorpion. Et finalement, c'est une malédiction que, si on en croit du coup tous les films de Dwayne Johnson, elle s'exécute, cette malédiction, puisqu'il essaye de sauver toujours tout le monde, il essaye toujours de s'améliorer, il essaye toujours d'aller au-delà. Du coup, c'est le lien que cette personne a trouvé entre les films. Et moi, je rajoute ce lien de personnes asexuées, même le Roi Scorpion, plutôt asexué. Est-ce que c'est pas juste un gros loser si toutes les malédictions s'acharnent sur lui un peu? Je pose ça là. Ok, d'accord. Ça peut être le même perso du coup. Oui, pareil.
Il y a, non, grosso modo, il y a de fortes valeurs familiales de toute façon dans tous ces films. Il y a, il y a toujours il y a toujours un élément où il s'investit, il se soucie des personnages. C'est peut-être lui qui essaie de créer son univers aussi, finalement, aussi, s'il s'investit à ce point pour garder un peu toujours les mêmes idées de... Je pense qu'il amène des choses, effectivement. La théorie voudrait ça, c'est qu'il amène ce qu'il est, je pense, dans la vie au sein de ses personnages. Quand il est pote avec un gros gorille blanc, effectivement, il amène un petit peu sa vie, quoi. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Tout ça pour dire, regardez les films de Dwayne Johnson, c'est quand même... C'est des bons moments, je trouve. On est sur du divertissement pur, on va pas se mentir. Oui, on n'est pas là. Mais par contre, moi je trouve que c'est pas non plus ça me rappelle un peu les c'est pas non plus, ça manque pas d'intelligence non plus, mais non. Tout n'est pas bon. Enfin, tu prends Doom, clairement, c'est oui, mais même le Roi Scorpion, je pense que tu peux t'en passer. Après, dans l'ensemble, c'est des films popcorn. Ouais, exactement. Voilà, si tu vas rarement passer un très mauvais moment. Au pire, tu vas regarder un film bof. Oui, voilà. Et sinon, tu te marres, quoi. Enfin, je veux dire, même Pain and Gain, qui est d'un réalisateur que je peux même pas encadrer, j'ai perdu son nom. Je sais pas, mais il était très correct. Le film est sympa. Je crois, c'est Emmerich ou c'est Michael Bay. Enfin, c'est B, c'est ça. C'est Michael Bay. Oui, parce que il a quand même mis une explosion alors qu'il n'y a rien à faire exploser. C'est Michael Bay. Mais bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est des films qui restent assez. Tu serais réalisateur, tu ferais tout péter, toi. Bien sûr. Bah voilà, évidemment. Ouais. Mais j'ai cette sympathie pour Dwayne Johnson autant que pour Schwarzenegger dans les années 90. Mais c'est ce qu'il a voulu faire. Hein. Je pense. Hein. C'est un mec qui est en pure reconversion, ancienne star du catch, clairement. Il a putain de bien géré sa reconversion parce qu'il est devenu beaucoup plus bankable encore en tant qu'acteur aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire un film d'action sans lui. Et tout film d'action qui se respecte, on le met. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'ils l'ont inclus dans Fast and Furious. Ils ont fait d'ailleurs un spin-off avec Jason Statham qui va sortir ou qui est sorti. Je crois qu'il va se sortir. Ouais, Hobbs et Shaw. C'est possible. Ça doit être ça. C'est le nom des personnages. Mais effectivement, il attire une sympathie parce que justement, c'est un bon américain, valeurs familiales. Et encore une fois. Même le gars a l'air sympa en vrai. Ouais, franchement, il a l'air cool. Quand on le voit dans les films, que tu vois des interviews, quoi, le gars a l'air super sympa. Après, je sais pas comment il est en vrai, forcément. Mais il est vachement, de toute façon, même dans les films, il se permet de jouer avec son physique. Il est dans l'autodérision complètement. Il véhicule une image, franchement. Donc il véhicule cette image-là. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire, le The Rock Universe, effectivement. Vous pouvez en savoir plus, hein, allez sur internet, rechercher un petit peu plus. J'ai pas bien plus cherché moi, mais effectivement, il y a ce truc-là. Et c'est toujours intéressant d'essayer de trouver un petit peu des liens, si ce n'est l'acteur et les valeurs de l'acteur à travers tous les films. Voilà pour moi. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose, Nico ? Drop the mic, c'est tout pour moi. J'ai quelque chose, je vais déposer ça là. E.T. est un Jedi. Justement, j'allais proposer qu'on parte dans une galaxie lointaine, très lointaine. Tu pars sur Star Wars ou on part sur E.T. Part sur E.T. parce que c'est lié à Star Wars et que j'en ai une sur Star Wars derrière. Ok. Alors les arguments, pourquoi E.T. serait un Jedi ? Star Wars épisode 1. Je crois qu'on dit un jeudi, mais ok. Un jeudi, ok. À partir de maintenant, ce sera jeudi. La menace fantôme. Lors d'une séquence au Sénat de Coruscant, on peut apercevoir un compartiment dédié à des petits extraterrestres de la même espèce que celle de... E.T. Je vous le donne en mille. E.T. exactement. Qui d'ailleurs, le nom de la race est donné dans l'univers étendu. Mais ça, je l'ai pas. C'est Assogians ou Assogians, c'est un truc comme ça. C'est pour le balancer et pas le savoir. Excuse-moi, le texte, après, tu l'interprètes un peu comme tu veux. Pénétrons dans l'étrange, un peu plus. Titre. Évidemment. Le fait que le petit alien déguisé en fantôme pour la fête d'Halloween semble reconnaître un autre enfant déguisé en Yoda, lui criant même « maison, maison », je cite, lorsqu'il le croit. Gros boulot de dialogue. C'est incroyable. E.T. aurait-il eu affaire au maître Jedi par le passé ? À vous de décider chez vous. Et dernier argument, le fait que dans le mythique dénouement du film E.T. parvienne à faire léviter le vélo d'Eliott, bonjour à tous les Eliott de France, pourrait laisser penser qu'il maîtrise, je vous le donne en mille, la force. Oui, incroyable. Effectivement, le coup du vélo, effectivement, tout ceci pourrait expliquer. Alors, on peut partir sur Star Wars. Moi aussi, j'ai une petite anecdote. Est-ce que Patrick, tu voulais parler de Chewbacca et R2D2 ?
Non, je voulais parler du plus grand des seigneurs Sith. D'accord. Alors moi je vais parler en attendant que tu remettes ton casque et que tu nous débouches les bières, je vais parler à buvez avec modération bien sûr chez vous. Vous décidez ou... Non mais tu peux prendre une bière sans que Nico en prenne une, il est libre de choisir, vous n'êtes pas obligé. Une pour deux. Oui, pour deux. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Chez vous aussi, partagez votre bière. Voilà, c'est un moment convivial. Voilà, raisonnable. donc Je la couperai décapsulez, tellement. vous démerdez. Je couperai tellement. Donc en fait il s'avérait que Chewbacca et R2D2 sont Homosexuel. non, mais ils pourraient Pourquoi l'être et ça nous dérangerait pas puisque vôtre. nous n'avons rien sur les homosexuels bien sûr. Enfin en tout cas moi je me désolidarise de toute Mais- action de Patrick. Alors, Et juste pour rebondir là-dessus, Boing. il y a quand même un couple gay dans Star Wars, c'est quand même C3PO et R2D2. Ouais, non, mais c'est- tant qu'ils sont heureux, moi. Du moment qu'ils sont consentants. Non, mais je trouve ça fun en fait d'avoir mis un couple qui, est pas gay ouvertement, mais qu'on peut supposer comme tel. Ça reste des robots. Hein. Oui, mais c'est juste, oui, mais c'était justement peut-être, au moment de faire Star Wars, c'était le seul moyen peut-être d'avoir un couple gay à l'écran. Hein. Ah oui. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas, est-ce que c'est une intention de Lucas ou pas, je sais pas, mais ils sont plus ou moins réputés comme tels. Mais c'était une interruption qui n'avait aucun rapport. J'ai fermé ma parenthèse. Merci. Merci Patrick pour cette solide anecdote. Alors, en effet, donc je disais, Chewbacca et R2D2 seraient des agents rebelles. Il se murmure en effet que les deux héros, malgré eux, seront entraînés dans la guerre. Mais en réalité, non. Ils sont en mission d'infiltration. Ah, les bâtards! R2D2 n'a pas toujours perdu la mémoire et Yoda et Chewie se connaissaient depuis belle lurette. Coïncidence? Je vous laisse dans le suspense. Comme on creuse rien du tout, hein, je vois en tout cas ce soir. Patrick, tu peux nous parler du plus grand des Seigneurs 6? Bien sûr. Alors, vous connaissez son nom. Bien sûr, Le site web? 2 fois Jar 2 fois Jar. et Ami. Jar Jar? Jar Binks. Ah. Ah là là, mais je l'ai celle-là. Alors là, comme ça, visuellement, je me souviens pas qui était Bien ouf sûr, au niveau. bien sûr que j'a- c'est le plus j'a- grand des seigneurs Bah, Sith. j'attends Misa. tes arguments. Missa nous ça. Alors vu comme ça, effectivement, oui, peut-être que c'est ça en fait. Alors, qu'est-ce qui fait de Jar Jar un seigneur Sith? Oui, s'il te plaît. Premièrement, ses capacités physiques. Pas Quand ouf. Ah, bien sûr que si. Si, c'est ouf. Quand il nage ou quand il plonge dans l'eau devant les 2 Jedi dans l'épisode 1, Oui. il fait preuve de capacités exceptionnelles, faisant limite un triple salto avant de plonger. Tout le monde peut le faire. Après. Presque. Ensuite, il est Pas de extrêmement maladroit. Oui. Un droïde l'agrippe lors de la bataille finale, et Jar Jar, en se remuant dans tous les sens, abat tous les adversaires autour de lui. Même quand il prend une grenade, il fait exploser un tank. Est-ce que c'est seulement de la maladresse? Oui. En 3 films, il est passé de vagabond à sénateur. Une ascension sociale assez exceptionnelle. Non, mais Jedi, normalement, Il est Sith, il n'a pas dit qu'il était Jedi. Ah, il est Sith. Ah, il est Sith. Ah oui. Il est toujours à côté de Palpatine dans la prélogie. Du moins très souvent, à chaque apparition publique, il est proche de Palpatine. Ils viennent de la même planète. Il donne les pleins pouvoirs à Palpatine. Mhm. Donc, Jar Jar est un seigneur Sith qui a mis l'empereur au pouvoir. Et en parlant de sa maladresse, Ok. un autre personnage se faisait passer pour quelqu'un de faible et de maladroit. C'est Yoda lors de la rencontre avec Luke. Mhm. Donc, est-ce que ce serait juste une façon de dissimuler Leur force. la force? Immense. La force. La force. La force. On pourrait faire 10 minutes de ça, sinon je m'en lasserai pas. Donc Jar Jar est un seigneur Sith. C'est lui qui a mis l'empereur au pouvoir. Merci. Mais- Merci Patrick. Eh ben, tu sais que ça me donne envie du coup de revoir les Star Wars pour Avec cette vision. avec cette vision-là. Et tu sais que j'aurais tellement aimé que George Lucas le fasse pour de vrai. Je trouve que ça aurait été vraiment, vraiment bien. Il faut demander à JJ Abrams. Bah, il y avait une Alors rumeur comme quoi le méchant de la Snoke. Oui. Snoke. Doddy Dog. Snoke Doggy Dog. Serait en fait Snoke. Jar Jar Binks. Snoke. Mais bon, celle-là, je trouve que ça colle pas trop. Ouais. Ça serait aussi le Stormtrooper qui s'est pris la tête dans l'épisode 4. Parce que la cicatrice correspondrait à l'endroit où son casque a tapé. Wow.
Alors là, est-ce que vous avez d'autres théories un peu fun? Parce que moi j'en ai quelques-unes qu'on peut attaquer un peu vite fait. Ouais, bon, on va faire des trucs vite fait. Moi aussi, j'ai des trucs assez vite fait, mais je t'en prie. Non, je sais pas si t'as des trucs un peu. Tu es sur quoi? Moi, j'ai plein de trucs. Mais, j'ai du Tarantino, j'ai. Ah bah, Tarantino, on peut le garder pour plus tard. J'en ai une sur un Tarantino. Bah, tiens, moi je vais faire un perso que j'aime bien. Je vais faire Batman. Et je vais faire mon perso préféré de Batman. Je vais faire le Joker. Ah, j'ai cru que c'était Albert. D'accord. Albert qui est le père de Batman. Et le 5e mousquetaire. Ouais, et j'ai un truc sur Batman D'ailleurs, c'est versus Alfred. Superman. Alfred. D'ailleurs. Pourquoi Albert? J'avais Albert. Du coup, je suis. Je sais pas, je suis bourré. J'ai un truc sur Batman versus Superman. Alors, je fais juste le Joker. Donc, le Joker, faut savoir que dans les comics, son origine n'est pas très claire. C'est un personnage qui a été réinventé plusieurs fois et du coup chaque auteur vient un peu avec sa version. Le Joker racontant plusieurs fois lui-même des versions différentes de comment il est devenu le Joker. Dans Dark Knight, Et justement, on va parler de Dark Knight. il le fait expressément dans Dark Knight, qui est un Alors dans Dark Knight, il va des donner comics. 2 versions de ses cicatrices. 3, je crois. Je crois que c'est 2. La première fois, c'est son père qui le bat. Mhm. Et la deuxième fois, C'est pour sa mère. c'est pour sa mère, ou c'est pour une femme qu'il aimait et pour lui montrer qu'il souriait, ou c'est pour ça. remettre Il le s'est- sourire pour une femme. Il qui s'est l'aimait, il s'est ouvert les Ouais. joues. Ouais. Donc il y a ça. Mais après, il y a il dit, il a quand il est face à Harvey Dent, il a un petit discours où il explique une bombe explose, ça fait la une, mais c'est normal. Ça pourrait être des soldats dans un char. Et c'est cette phrase qui a mis un petit peu la puce à l'oreille de la personne qui a développé cette théorie, c'est qu'en fait le Joker serait un soldat avec un traumatisme. Et ce qui corrobore un petit peu cette théorie, c'est que c'est un expert dans le maniement des armes. Il va jusqu'à utiliser un lance-roquette. Il maîtrise un paquet d'armes. Il est capable de compétences au combat aussi assez exceptionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'un garde du corps s'approche pour l'intimider, il lui explose la tête sur un crayon. Logique, tout le monde aurait fait ça. Il est capable d'organiser un casse de banque quasiment à lui tout seul, et de mettre en difficulté le plus grand détective du monde juste sur un chaos complet. Je trouve que t'as l'air un peu biaisé au niveau de ton jugement. Le plus grand détective du monde. Dick Tracy était quand même bien meilleur. Mais... Agatha Christie. Elle écrivait des romans, elle. Eh bah ouais, parce qu'elle était détective à côté. C'est pas Hercule Poirot du Elle coup. était en freelance. Hercule Poirot, c'est peut-être finalement Agatha Christie qui a pas pu se mettre parce qu'à Peut-être. l'époque les femmes n'étaient pas aussi bien vues que les hommes. Voilà. Peut-être. Et c'était bien dommage. Et donc la théorie, c'est que le Joker en fait est un soldat qui a subi des traumatismes pendant la guerre. Et du coup, Damien a une théorie sur Batman versus Superman. Est-ce que Oui. Qui se rapproche du comics d'ailleurs. Ouais, est-ce vas-y. qu'on peut juste finir sur le Joker où Ouais. j'ai Je suis très aussi hâte. un peu sur le Joker, mais vas-y. Ah pardon. Non, je t'en prie. Où j'ai juste très hâte Du film. du film, mais en même temps j'ai pas du tout hâte parce que je trouve ça vachement bien. Bon, déjà le film sur le Joker, je trouve ça cool, mais j'aime pas l'idée qu'on donne une version officielle en Avec fait. Joaquin Phoenix. Ouais. Voilà. Ok. Et, En Joker. et j'aime pas l'idée qu'on va donner une version officielle de son background en fait. Bah, si tu veux. une version je trouvais que officielle, non, mais disons que c'est quand même. Ouais, mais c'est Il y aura un reboot dans 2 ans, donc à partir Oui, de là, on c'est pas vrai. de Alors, soucis. Mais je trouve ça cool en fait qu'on sache pas et que tout le monde Ouais, invente ton je- histoire et que ça mais- laisse un flou. Ce qui Ouais, était alors- bien dans Dark Knight, justement, mais c'était du coup, ce côté. s'ils se démerdent bien, ils peuvent. Après, ouais, peut-être, voilà. Et, le film nous en dira plus. Voilà. Alors, je vais parler du film préféré de Patrick, Batman versus Superman, puisqu'il a un J'ai le t-shirt. t-shirt Batman versus Superman. Aujourd'hui, il a un t-shirt Batman versus Superman. C'est pas mon film préféré. Je sais, c'était ironique. C'était, Je précisais. Vas-y, parle. T'as vraiment peur que les gens y pensent vraiment ça. On parlera de ton t-shirt après. Ouais, on parlera de mon t-shirt après, et on parlera aussi de ton second film préféré dans cette anecdote, puisqu'on va parler de Suicide Squad. Alors, où c'est que je veux en venir? Alors, il y a des théories sur le film, donc Batman vs Superman, et sur Suicide Squad, qui voudraient finalement que le Joker, dans Batman vs Superman, ait tué Robin. Oui. Le Robin, Jason Todd, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu plusieurs Robins. Hein, il y a eu Dick Grayson, le Dick premier Robin. Grayson, des Oui, Wonderful Grayson.
Marvelous Grayson Oui, en fait, les Flying Grayson. Les Flying Grayson. Donc, qui travaillait dans un cirque avec ses parents. Tout à fait. C'est d'où le nom Flying Grayson. Exactement. C'était trapéziste. Et du coup, Dick Grayson, qui est le premier Robin qui va devenir Nightwing par la suite. Le second Robin, Jason Todd. Exactement. Donc, qui aurait été, dans les comics en tout cas, qui a été assassiné par le Joker. Et la théorie voudrait que dans Batman vs Superman, ce soit le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vitrine dans Batman vs Superman où il y a la tenue de Robin avec un tag du Joker. Quelque chose qui a été repris des comics, hein, clairement. On est d'accord ? Patrick, spécialiste Batman. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des comics où ça y est, mais en tout cas, dans les comics, le Joker tue... ça, c'est la version, c'est clair, net, carré. Tue Jason Todd. Après, dans les comics, personne n'est jamais vraiment mort. Il va... Voilà. Bon. Voilà, on va pas s'étaler là-dessus. Mais en tout cas... On va pas spoiler non plus les comics, voilà. On spoil déjà assez les films. Pour ceux que ça intéresse, c'est un deuil dans la famille, le cycle de la mort de Jason. Voilà. Donc il regarde la vitrine, taguée par le Joker. On peut s'apercevoir qu'il y a des trous au niveau des épaules. Alors, c'est des impacts de balles. Donc, on pourrait imaginer que Robin a été enlevé et tabassé à mort, puis tiré à bout portant par le Joker. La théorie qui vient rejoindre, notre théorie voudrait que finalement le Joker et Robin ne fassent qu'un finalement. Oui, dans Suicide Squad. Pourquoi ? Parce que les impacts des balles justement qu'on retrouve dans Batman vs Superman, on retrouve des impacts de balles sur le Joker dans Suicide Squad. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue. Jared Leto. Du coup, c'est vrai que c'est pas beaucoup comme preuve, mais par contre, dans le dessin animé Batman la relève, le retour du Joker, Robin, quand il est torturé par le Joker tente de le retourner et de faire de lui son disciple et de reprendre un petit peu son œuvre de chaos. Du coup, aussi, on peut remarquer dans Suicide Squad un J tatoué sur la joue du Joker, qui pourrait être très bien Joker ou Jean ou Jason, comme Jason Todd, qui pourrait, voilà. Donc il y a cette petite théorie qui traîne aussi sur Internet. De toute façon, dans les comics, allez le lire, c'est le bordel. Les gens meurent, les gens reviennent, les gens sont pas ceux qu'ils sont. Des fois, tu crois que tu parles à les bons gens et en fait, c'est pas des bons gens. Merci, Kian. Alors, j'ai un doute, mais dans Batman la relève, je crois que c'est Tim qui est retourné par le Joker. C'est Tim qui est retourné, mais il essaye de le faire avec Jason. Non ? Oui, c'est possible. Je l'ai vu il y a longtemps, celui-ci. Mais par contre, la théorie est intéressante et ça pourrait se tenir vis-à-vis des personnages. Du Suicide Squad. Ouais. Ça... Voilà, c'est intéressant. Patrick étant fan de Batman. Il est Batmanophile, comme on dit dans le métier. Est-ce que tu veux qu'on parle de mon t-shirt du coup ? Parlons de ton t-shirt. Il y a pas mal de théories, mais alors j'ai un t-shirt. Sur ton t-shirt, il y a pas mal de théories. Il y a pas mal de théories sur le fait que je change de t-shirt déjà. Ça, je vous laisse. C'est faux. J'ai toujours un t-shirt en fonction des thèmes. Ce t-shirt est un t-shirt sur Retour vers le futur. C'est un t-shirt qui vous promet un hoverboard en 2015. Est-ce que vous l'avez eu ? Oui, mais avec des roulettes et des lumières toutes moches. Alors ça a peut-être un lien avec la théorie que tu vas évoquer. Je t'en prie, Patrick. Vas-y, commence. Non, c'est juste qu'on est sur la mauvaise ligne temporelle. Ah, voilà. Oh, habile. Alors, voilà. Les théories. Alors, les théories avec les lignes temporelles, c'est le bordel. Je vous laisse voir Interstellar. Je vous laisse voir Retour vers le futur, bien sûr. Si tu veux te compliquer la vie pour écrire un scénario, tu mets du voyage dans le temps. Tu mets du voyage dans le temps. Tout le monde a gueulé. Ou de simplifier aussi, parce que tu peux imaginer après ce que tu veux. On va pas spoiler Endgame, du coup, parce que du coup, tu l'as pas vu, mais ça parle aussi un petit peu de cette thématique. Et donc, alors, ce qui voudrait dire que finalement, la théorie, et qui est une théorie totalement logique, c'est pas forcément la vraie, mais c'est une théorie totalement logique, c'est qu'à chaque bond dans le temps, on change de ligne temporelle, puisque les événements changent. Ce qui signifierait que Marty, quand il revient à la fin du 3, Retour vers le futur 3, en 1985... Même à la fin du 1. Déjà à la fin du 1, déjà. C'est vrai que moi je pars tout de suite, moi je voulais faire un résumé, mais ok. À la fin du 1, quand il revient en 1985, il retrouve une super Toyota dans son garage. Son père, il est auteur de bouquins de science-fiction. Sa mère, elle est plus fine que jamais. D'ailleurs, il lui fait des compliments. Son frère et sa sœur sont des businesswomen et businessmen accomplis, alors que
quand il est parti, son frère, il est manager chez McDo, sa sœur, elle est en charge de boulot. Toute la famille, c'est des losers. Ouais, toute la famille, grosso modo, c'est des losers. Donc du coup, quand il arrive en 85, la première fois, du coup, après son voyage dans le temps, ce ne sont pas les personnes avec qui il a grandi. Ce ne sont pas les personnes, logiquement, avec qui il a passé du temps. Ce sont des personnes qui ont eu soit de la chance, soit sont bougé le cul à un moment, puisque son père a mis une baigne à Biff Tannen. Voilà, on fait des études plus poussées, plus de culture, etc. Plus de... Et tout ça est vrai pour tout le film, en fait. Plus de super pouvoirs de Bruce Wayne. Et qu'à chaque finalement bond dans le temps, chaque bond temporel, on est sur d'autres personnes que lui-même. Donc voilà, il y a qui ont évolué différemment. Ouais, cette théorie-là qui tourne, effectivement. T'avais d'autres choses, peut-être sur Retour vers le futur, t'avais lu d'autres choses, toi, non? Non, mais en fait, toutes les... Enfin, je pense que chaque film qui a des voyages dans le temps a des théories. Enfin, il y en a une sur Terminator, alors je l'ai pas noté, mais de ce que je me rappelle, en gros, c'est que comme ça crée des univers parallèles, chaque voyage dans le temps, des lignes temporelles différentes, il y a toujours un univers où les machines ont gagné. Et il y a un univers où Kyle Reese est venu et a sauvé John Connor, enfin a fait naître John Connor. Oui. Et le T-800 a réussi à le sauver, et donc ils ont réussi à détruire Skynet à temps. Donc, en fait, le truc, c'est que... Et pourquoi Kyle Reese se sacrifie à chaque fois? Parce qu'il aime Sarah Connor. D'accord. Mais il y a toujours une ligne, on va dire une ligne temporelle sur deux, dans Terminator, où Skynet a gagné, et l'autre ligne, la Résistance a gagné. D'accord. Voilà, vu qu'il vient forcément d'une ligne, vu que Kyle vient forcément d'une ligne où les machines ont gagné et qu'ils sont obligés d'envoyer quelqu'un dans le temps, mais ça peut pas affecter leur présent. En parlant de ligne temporelle, ça me fait penser qu'il y a un épisode de Rick et Morty qui l'explique vachement bien sur le fait que, parce qu'ils voyagent globalement un peu dans divers mondes, etc. Dans l'espace-temps. Et alors j'ai plus l'épisode, je m'en souviens vaguement. Il y en a un qui est clairement la théorie d'Adams sur Retour vers le futur. C'est ça, ouais. Et d'autant plus que Rick et Morty, ok, le doc, Morty, mais qui explique, voilà, je vais pas faire un dessin, mais ceux qui avaient pas compris, ceux qui avaient vraiment pas compris, c'est que vous êtes très jeune, et du coup qu'il explique, je me souviens que ça l'expliquait vachement bien le fait que à un moment Rick dit à Morty, non mais ça c'est pas tes parents en fait, c'est plus ceux que t'as connus, c'est d'autres. D'ailleurs, c'est assez trash parce que justement, il y a plein de Morty morts. Oui, ça c'est glauque. Rick et Morty, c'est assez spécial aussi. Mais oui, ça explique bien. Et d'ailleurs, justement, c'est une série justement qui développe vachement finalement, qui va jusqu'au bout des théories et qui est vraiment bien foutu pour le coup. Elle est vraiment bien pensée. Alors du coup, j'ai pas cherché. C'est marrant parce que moi, je m'étais plus concentré sur le cinéma, mais il y a des tonnes et des tonnes de théories sur Rick et Morty. Sur qui est le méchant de la série. Je vais pas en dire plus, il faut regarder la série. Mais on le sait. Mais voilà, non, franchement, Rick et Morty, c'est une série où il y a des tonnes et des tonnes. À recommander pour les plus de 16 quand même. Oui. Ouais, je crois, un truc comme ça. Ouais. On va au moins que vous ayez un langage assez développé et que vous ayez vu certaines choses. Pas trop sensible. Oui, puis il y a pas mal de références, mine de rien, aux années pop 80. Culture, ouais, c'est assez... ne serait-ce que, clairement, c'est Doc et Marty. Oui. Donc, déjà, ils s'en cachent pas. Hein. Déjà, c'était une parodie Retour vers le futur, le projet à la base, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, moi j'ai 2-3 théories. Après, je sais, ça fait combien de temps qu'on enregistre, monsieur? 16 heures. Ça fait beaucoup. D'accord, donc je vais peut-être balancer quelques théories en vrac, si vous en avez quelques-unes. Ouais, comme dirait Tony Parker, balance. Balance, toi. Pardon, il y avait une troisième. Et toi aussi. J'ai pas tous les... Alors, j'en avais une sur Jean-Michel à peu près. Quick théorie avec Patrick. Charlie et la chocolaterie, quelqu'un a quelque chose dessus? Ouais, vite fait. J'ai ce que tu m'as dit tout à l'heure, donc je veux pas le dire. Willy Wonka est un psychopathe? Ouais. En même temps. Enfin. Alors pourquoi? Alors qu'est-ce qui fait? D'où vient cette théorie? C'est que donc Willy Wonka fait gagner un ticket d'or à des enfants et leurs parents pour venir visiter la chocolaterie. À chaque fois, ils passent d'une partie à l'autre de la chocolaterie pour visiter. Et chaque véhicule, à chaque fois, limite à chaque étape, il y a un enfant qui disparaît. Il a un accident, il a un problème. Et à chaque fois, le véhicule qui leur permet d'aller à la zone suivante a 2 places de moins. Habile. Donc, Willy Wonka avait prévu de faire disparaître ses enfants.
Alors, il y a une autre théorie que moi que j'ai, ça serait plutôt que finalement Willy Wonka serait le roi des enfers et que finalement donc le passage qu'empruntent ses enfants à bord du bateau, ça serait la rivière Styx, tout simplement, et que même d'ailleurs la fameuse frontière entre la terre et les enfers, donc c'est la rivière, et Willy Wonka dans le film dit c'est les feux de l'enfer quand il passe justement sur cette rivière. Est-ce que ça serait un truc? Il y a une petite métaphore aussi de l'enfer, comme dans l'enfer de Dante, hein, on va pas aller au-delà, mais tous les enfants qui y rentrent, étrangement, sont punis. Oui. Il y a cet aspect punition qui est vraiment important, donc comme en enfer de Dante. Le point de ressemblance aussi qui est assez, pour les gens, un peu, moi je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais les Oompa Loompa ressemblent aux séraphins. Alors les séraphins, c'est les anges gradés, on va dire. Et du coup, ils ont ce visage-là un peu doré, orangé, comme la représentation des séraphins. Et du coup, donc, voilà, l'usine de chocolat serait finalement simplement l'enfer de Dante. Voilà. Ouais, amenez-y vos enfants, les visites sont cool. Willy Wonka. Alors ensuite, moi j'avais une théorie sur le MCU. On parlait tout à l'heure de Disney, on va parler de leur grande acquisition. Donc le Marvel Cinematic Universe. On y retrouve Stan Lee qui fait des caméos dans tous les films. Oui. Qui en fera beaucoup moins du coup maintenant. Voilà, mais Un peu moins. Stan Lee, en fait, son personnage a été plus ou moins avoué à demi-mot par un des producteurs. C'est le même personnage à chaque fois. Donc Stan Lee sera en fait Uatu, un des gardiens. Donc c'est une race extraterrestre super intelligente qui en fait observe toutes les races toutes les espèces de l'univers, chaque civilisation de l'univers. D'accord. Et donc ce serait le gardien qui est affecté à la Terre. C'est pour ça qu'il est au cœur de tous les événements. Et on le voit dans les Gardiens de la Galaxie 2 qui explique ce qu'il a fait à d'autres gardiens. Bon, qui par contre semble l'abandonner, donc j'ai un doute sur le fait que... Mais je vois pas trop ce que fout Stan Lee au milieu de l'espace à ce moment-là. Nous non plus. Lui peut-être non plus d'ailleurs. On est dans les quick théories de Patrick. Attends, après il y aura peut-être 2-3 autres grosses théories. Ok. Vas-y. Ouais, parce que moi il y en a une que j'aime bien, mais je vais finir sur une autre petite théorie, c'est John Wick. Ah oui. Alors j'ai pas vu John Wick 3, donc je sais pas ce que ça donne, mais jusqu'à John Wick 2, on peut dire que John Wick est Neo de Matrix. On n'a pas ce jingle, mais il faudrait qu'on l'ait pour le coup. Alors pourquoi John Wick est-il Neo? Alors déjà, dans Matrix, on apprend que la matrice est rebootée régulièrement. Donc il se pourrait que soit Neo, donc Keanu Reeves, soit dans une nouvelle version de la matrice, soit dans une version d'entraînement. D'accord. Comme il a eu avec Morpheus. Ok. Ça explique aussi ses capacités exceptionnelles en combat. Il est expert en arts martiaux, il bute à peu près 2000 personnes sans que jamais personne n'arrive à lui tirer dessus. C'est parce qu'il fait du wushu, je pense. Oui, Wushu. il fait du wushu armé. Comme Pascal le grand frère. Exactement. Qui est champion de France d'ailleurs, je crois. Je vais chercher sur internet pour vérifier. Donc il n'arrive pas encore à arrêter les balles, mais il a des compétences martiales vraiment exceptionnelles. Il y a aussi autre chose, c'est que à la fin de John Wick 2, attention spoiler, il se retrouve face au boss du Continental, qui d'un simple hochement de tête fait s'arrêter toute la foule qui passait dans le parc. Ce qui est pas mal. Est-ce qu'il n'y aurait pas une scène de Matrix où Morpheus dit juste pause et que toute la foule s'arrête? En parlant de Morpheus, Laurence Fishburne est dans John Wick 2. Ah bon? Il fait une allusion au fait qu'ils se soient déjà rencontrés il y a bien longtemps. Donc, donc en fait, il serait tous les parias tous les élus d'après cette théorie, tous les élus de Matrix, tous les rebelles en fait qui s'opposaient aux machines, seraient regroupés dans ou autour de l'association Le Continental et graviteraient autour de ça. Ça serait un moyen de les distraire et de pas s'opposer à la matrice.
Matrice qui en serait à sa 7e ou 8e version. Réalisateur de John Wick, est-ce que tu sais qui c'est? Non, mais ça appartient pas à ma maison de production. Non, mais je sais pas, tu sais, genre s'il y avait non, mais par contre, clairement, je pense que le coup de la pause ou du... Oui, ou un clin d'œil. Voilà, ou une envie apparemment, même dans John Wick 3, quelqu'un a vu et m'a dit qu'il trouvait des ressemblances dans certains trucs. Après, est-ce que c'est lui qui s'est dit ou... Oui. Mais bon, c'est possible qu'il y ait des petits liens. Ok. Est-ce que tu as des théories que tu veux aborder? Ouais, j'ai une petite théorie sur le fait que, en fait, Deadpool, ça serait lui, le scénariste de Deadpool. Ce qui, en même temps, rentrerait bien dans l'histoire. Enfin, et finalement, est-ce que c'est vraiment une théorie? Parce que là, celle-là, j'y adhère à 100%. Ouais, parce que les indices font que pourquoi il brise le 4e mur en permanence. Pourquoi il ressemble à Ryan Reynolds? Parce que dans les comics, il dit lui-même qu'il ressemble à un espèce de mix entre Ryan Reynolds et un Sharpay. Vous pouvez voir sur internet la planche qui le dit. Et du coup, il se dit c'est Ryan Reynolds qui va jouer au cinéma. Et aussi, voilà, donc il est en charge il se paye Ryan Reynolds. Tant qu'à faire, il a une petite amie coquine. Et tant qu'à faire, il fréquente des clubs de striptease. Ça serait très Deadpool de s'écrire lui-même le film comme ça. Ouais, clairement, c'est un truc. Ça serait rigolo si ça c'est se tient. lui-même qui Franchement, ça se tient. Voilà, c'est une des théories qui traîne. On va aller hyper vite sur d'autres théories. Je vais vous tuer Inception. Ouais, je l'ai vu. Inception. Après, il me reste 2 théories. Une Tarantino et la fin d'un film, donc je préviendrai que je spoilerai. Très bien. Attention, spoil. Je vais spoiler Inception aussi, si vous l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Ça serait dommage de pas le voir. Dans Inception, déjà Inception, normalement vous avez déjà retourné le cerveau, on va continuer ici. Donc chacun a un totem, bien sûr, un totem qui vous le permet de savoir s'il est dans la réalité ou dans l'Inception. Comment ça s'appelle ça ? Dans le rêve. Dans le rêve, en fait. Dans un niveau de rêve. Le totem donc de Jacob serait une toupie. J'ai mes feuilles qui serait une toupie. Mais si on se dit que finalement son totem serait son alliance, est-ce qu'on n'aurait pas la solution à savoir s'il finit dans la ou la réalité? Je vous laisse revoir le film. Merci à vous. Ouais. Alors il faut que je le revoie. Du coup, moi j'avais un autre truc sur Inception. Vas-y. Alors attention spoiler sur la fin, c'est qu'à la fin donc il avance, il va voir sa femme, il fait tourner la toupie. Sauf que le totem permet de savoir si on est oui ou non dans la réalité. Tout à fait. Si la toupie tombe, il serait dans la réalité. Sauf on la voit vaciller la toupie et l'image s'arrête là. Donc à aucun moment dans Inception on sait si la fin c'est un rêve ou la réalité. Donc la théorie fait qu'on serait dans un rêve. Mais ça c'est de l'interprétation. Donc du coup au niveau interprétation je vais spoiler un autre film qui est très peu connu mais qui est un film d'horreur qui s'appelle Babadook. Alors je vais expliquer rapidement. C'est une chanson de Carlos? Non. Babadook, Babadook, Babadook. C'est vrai que ça pourrait être plus Babadook. J'aurais tellement aimé que ce Dook. C'est un gamin c'est moins ouf qui vit seul avec sa mère. Ok. Le père est décédé. Ok. Et donc elle lui a pris un livre qui s'appelle Babadook. Ok. Sauf que le personnage de Babadook, en fait, vient hanter le gamin. Ah, ballot. Ça, c'est l'histoire du film. Je rentre pas trop dans les détails parce que je l'ai vu il y a un petit moment, mais il y a une théorie autour de ça que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que le gamin se hantait et le gamin a un comportement bizarre. Il est presque autiste, il crie souvent, il a beaucoup de mal à communiquer avec sa mère n'arrive pas à lui parler. On dirait une soirée avec toi jusque-là. C'est ça. Tout est très très compliqué dans leur vie. Et en fait, il y a une théorie qui fait que Babadook n'est pas un monstre. Babadook est en fait la projection de la dépression de la mère qui a perdu son mari et qui n'arrive plus à communiquer avec son fils et qui n'arrive plus à se relever de la perte de son mari. Et du coup, en revoyant le film, en pensant, en ayant ça en tête, ça rend plusieurs parties du film assez... pas logique, mais ça donne un autre niveau de compréhension qui est intéressant, parce qu'effectivement, ça collerait très bien. Merci Patrick. Je t'en prie. Ça serait incroyable que, pas toutes les théories, parce qu'on a vu que ce soir il y a des théories qui sont un peu improbables, mais que justement ils confirment à un moment, parce que ça, moi, ma dernière, c'est une qui a été confirmée. Ah, j'aime ça.
Moi, du coup, moi, je vois ma conclusion se dessiner, mais très bien. vas-y. Non, mais c'est bien. Non, mais on va faire d'abord Patrick. Alors, moi, j'aimerais bien. Si t'as un truc, Ouais, sinon, j'ai des petits trucs. Donc, j'aimerais bien qu'on parte sur Tarantino après. On va partir. Moi, On peut partir sur Tarantino. Moi, c'est Tarantino et après, c'est ma dernière où c'est un spoil. J'ai plein de choses sur Tarantino. Allez, vas-y. Balance-toi. Merci, Tony. Merci, Tipeee. On va parler de Cutie. On va parler de Pulp Fiction. Parlons-en. On va parler d'une mallette. Il paraîtrait donc déjà c'est pareil, tous les Tarantino pour la plupart des gens sont liés par la force des choses. C'est scindé en deux. En fait, il y a une part l'univers réel où donc il y a les personnages réels et un univers un peu cinématographique et qui jouent les uns les autres. Donc Michael Madsen dans Reservoir Dogs n'est autre que le frère de Travolta dans Pulp Fiction, par exemple. Oui, alors ça, apparemment, il voulait vraiment faire un film avec Travolta et Manson. Il a jamais eu l'occasion de le faire. Ça devait être les Vega Brothers. Dans Les 8 salopards, il y a un des personnages qui est l'arrière-grand-père d'un autre, en fait. Tim Robbins dans Les 8 salopards est la gueule de Fassbender dans Inglourious Bastard, par exemple. Ok. Donc il y a ce genre de choses. Okay. Donc voilà, il y a bien sûr l'histoire de la valise dans Pulp Fiction. Oui. Ça, c'est un truc assez commun. Que tu peux rappeler. C'est une légende urbaine, bien sûr. Donc, dans la valise de Vincent Vega, donc voilà, qu'est-ce qu'elle contient, puisque tout le monde veut la récupérer. En fait, cette valise contiendrait tout simplement, donc là, le patron veut la récupérer, ça contiendrait l'âme de Marcellus Wallace, tout simplement. Voilà. Prosaïquement, on a l'impression que c'est plein de cocaïne. Hein. Mais je pense que c'est à ça que pensait Tarantino aussi. Mais je pense que Tarantino était plein de cocaïne quand il a écrit qu'elle était plein de cocaïne. Mais voilà, chacun trouve un petit peu. Voilà, il y a des sous-entendus qui disent que finalement Inglourious Bastard, ça serait un pamphlet contre les Oscars. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est une tendance à favoriser les films sur la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les nazis au moment de décerner leur prix. Voilà. Les nazis représenteraient l'Académie. Voilà. Etc. Et le reste, la propagande. Donc il n'aime pas les Oscars, apparemment. Donc Aslanda incarne un réalisateur mercenaire prêt à tout sacrifier pour avoir un Oscar. Voilà. Tarantino, lui, serait directement incarné par Aldo Raine. Voilà. Tout simplement, il viendrait combattre ça. C'est une théorie. Il y a une théorie qui dit que Uma Thurman n'aurait pas tué Bill. Ah, c'était ma théorie, celle-là. Dans Kill Bill. Donc tu me la piques, vas-y. Non, mais je t'en prie, Patrick, fais-la si tu veux. Alors, non, si t'as d'autres trucs sur Tarantino. J'ai d'autres trucs. Donc, Tarantino se base sur une dystopie. La guerre ne se termine pas en 1945 dans Inglourious Bastard. Hitler ne meurt pas en se suicidant dans un bunker. La guerre se termine en 1944 dans un cinéma parisien. La mort d'Hitler et Goebbels est le fait d'une action concertée entre les peuples opprimés par les nazis, les juifs, les noirs et les soldats américains juifs. Tous les films de Tarantino se déroulent postérieurement et seraient donc ancrés dans un univers parallèle, dystopique, dans lequel la guerre s'est terminée grâce à un acte isolé d'extrême violence. Voilà. Bon, c'est pas une théorie, mais Tarantino serait fétichiste des pieds. C'est important de le dire, je pense. Je pense que c'est pas une théorie. Ouais. Des informations importantes. Très dans Inglourious Bastard, dans Jackie Brown, dans Pulp Fiction, on voit des gros plans sur des pieds de femmes. Donc voilà. Et il paraîtrait aussi que Pulp Fiction serait un préquel de Reservoir Dogs. Bon, ils ont 4 acteurs en commun, donc les personnages diffèrent. Mais il pourrait très bien glisser d'un rôle à l'autre en quelques années. Buscemi pourrait en avoir marre de nettoyer des tables et de devenir un gangster. Tim Roth pourrait décider de se lancer dans une carrière de gangster de plus grande envergure. Et Harvey Keitel pourrait mettre ses talents de nettoyeur au service d'un gros casse qui va bien sûr rater. Ça c'est bien parce qu'en plus on connaît jamais leur nom dans Reservoir Dogs. Bien sûr, puisque c'est des couleurs. C'est des noms de code, c'est des couleurs. Tout à fait. Donc voilà, je te laisse partir peut-être sur Alors moi j'avais Bill. juste Kill Bill. J'avais juste un autre truc qui concerne. Le titre ne tient pas du coup puisque Uma Thurman n'aurait pas. C'est ça. Justement, la femme de, alors pas de Django, mais du blanc qui est avec Django, j'ai oublié son nom. Leonardo DiCaprio. Non. L'autre. Le sympa, pas l'enfoiré. Excuse-moi, il est sympa. J'ai complètement perdu son. Je vois l'allemand ou l'autrichien dans le. L'allemand, qui. Et en fait, Béatrice Kiddo, je crois qu'elle est enterrée à proximité d'elle dans Kill Bill, où elle est dans sa tombe directement, et on voit sa tombe en tout cas dans Kill Bill. D'accord. La femme de son personnage. Et j'ai oublié un truc, c'est que dans Pulp Fiction,
Uma Thurman annonce le scénario de Kill Bill à table. Puisqu'elle est avec Travolta, Vincent Vega, et elle évoque le scénario d'une série pour laquelle elle a passé un casting. Elle jouerait une samoureuse tueuse à gages ultra badass qui serait la plus dangereuse du monde à sabre à la main. Grosso modo. Ah, ça ressemble. Hein. On serait dans Kill Bill, qui est sorti 9 ans plus tard. Voilà. C'est ça qui me fascine, moi. À savoir si les gars, ils ont vraiment tout prévu, ou si, coup de bol, il s'est dit, tiens, ça serait bien d'aller sur ce Je créneau. pense que Tarantino, il lance des trucs et puis il garde dans un coin de sa tête. Ouais, il avait une idée, il l'a balancé dans ce truc-là parce qu'il était en train de se faire ce truc-là, et il s'est dit, cette histoire de badass tueuse à gauche, ça m'a l'air plutôt pas mal. On pourrait peut-être en tirer un truc. Ouais. Je pense que à mon avis, ça Tarantino, se fait plutôt c'est comme le ça. genre de gars, il doit avoir 50 projets en même temps. C'est ça que je trouve fascinant. Et puis il fait, c'est bon, j'ai mis un petit indice là et les mecs ils vont se dire, je trop un génie quoi. À mon avis, Ouais. à mon avis, ça se fait plutôt comme ça. Ouais. Et donc impossible. du coup pour Kill Bill, donc effectivement Bill ne serait pas mort. Non. Il Si, il est mort, hein, David Carradine. Oui, mais Bill est bien vivant. D'ailleurs, il est mort dans nos cœurs, Bill est vivant. Il est mort d'une atroce façon d'ailleurs. Hein. Je me rappelle plus comment il est mort d'ailleurs. Monsieur Carradine. Autostrangulation sexuelle. Le titre de mon 3e album de rap. David Carradine, si tu nous écoutes, Du coup non. se faire plaisir, c'est un peu mourir. Son autobiographie. C'est donc pour ça qu'on appelle ça la petite mort. Bref, donc Bill est vivant. Alors pourquoi? En fait, il y a 2 génériques dans Kill Bill. Il y a un générique en noir et blanc ou un générique en couleur. En noir et couleur. En noir et couleur. Donc dans le générique en noir et blanc, tout le groupe des assassins de ceux qui ont tenté de tuer Béatrix Fido, je crois. En fait, on leur nom rayé, sauf Daryl Hannah, ou sur laquelle il y a un doute parce qu'elle était enfermée dans une caravane avec une vipère. Certainement, elle a dû. En fait, c'est un préquel de Splash. Peut-être. Certainement même. Donc, et pour elle, il y a un point d'interrogation. Théorie farfelue. Et Bill, où il n'y a rien. Enfin, David Carradine, où du coup, son nom n'est pas barré. Et dans le générique en couleur, lorsque les noms sont présentés, on voit les personnages qui sont tous présentés vivants. Mais on voit Bill allongé au sol après ça, entre guillemets, mort. Donc, parce que comme tous les autres personnages, on le voit encore vivant. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Elle a utilisé pour tuer Bill la technique des 5 points et de la pomme qui vraisemblablement n'a jamais été enseignée par son maître. Il l'a enseigné à personne, donc pourquoi il l'aurait enseigné à elle, on ne sait pas. Quand Bill lui demande si elle a utilisé cette technique pour le tuer, elle dit oui, mais elle fait non de la tête. Et cette technique est censée être mortelle au bout de 5 pas, et Bill en fait 6. Ouais. Est-ce que Bill serait vivant? Tarantino est un peu tordu, alors. Oui, donc non. ça passe. On pourrait dire que c'est une théorie. Ouais, mais Tarantino est un peu précis sur les détails, donc. En tout cas, le sur la coque, hein, surtout plus. sur la coque aussi. Non, mais le truc qui fait un peu, c'est effectivement dans la scène quand on la revoit, elle fait vraiment non de la tête en lui disant oui. Donc ça pourrait être... Mauvais doublage en fait, un problème de doublage. Oui. Du coup, elle dit non tout le temps. En fait, ouais. Pardon. Voilà, et donc, ce que vous... Petite anecdote, la fille du Matterman joue dans la saison 3 de Stranger Things. Ah bon? Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Petite anecdote. Petite anecdote, Uma Thurman a failli mourir dans le tournage de Kill Bill apparemment le tournage était pas ouf. Hein. Parce que Tarantino est un connard. Oui. Bon, ça, c'est pas une anecdote que t'en dis. C'est pas une théorie, ça. Ça, c'est pas une théorie. Patrick, tu vas nous faire plaisir et nous parler de Monsieur Carpenter, le charpentier de son état. Et tu vas nous parler donc du coup de The Thing. Exactement. Et donc une théorie qu'il aurait validée. Alors une théorie qu'il a validée, donc attention chers auditeurs. Attention les oreilles. Ça spoil la fin du film. D'un film qui a quand même quelques années. Hein. Qui a une quarantaine d'années 30... Je crois qu'il a mon âge, il a dû sortir... c'est ça, entre 30 et 40 ans. Donc voilà. tout va bien. Si vous l'avez pas vu... Allez le voir. Par contre, allez le voir vraiment, c'est... En ce qui me concerne, c'est un de mes films préférés, mais d'accord, ça n'engage que moi. Ça nous intéresse pas, mais très bien. Voilà, je te remercie. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la salle, The Thing, c'est... Tu parles pour moi, là. Exactement, parce que apparemment tu ne l'as pas vu. Clairement. The Thing, c'est une entité, enfin c'est une base une chose, on pourrait dire finalement. Exactement. C'est un remake déjà. C'est un remake, exactement.
Voilà. Et qui a été remaké aussi. Donc The Thing, c'est une... Pas très longtemps. Oui, voilà. Je finis ou ça se passe comment? Finis pas comme David Carradine. D'accord, merci. Qui est peut-être vivant, du coup. Ouais, qui est peut-être vivant. Bref. Donc, une base scientifique au pôle Nord américaine, et ils reçoivent la visite de leurs voisins qui balancent de la base scientifique à côté d'un autre pays qui balance des grenades sur un chien. On sait pas trop pourquoi, ils balancent ça depuis un hélicoptère, l'hélicoptère se crache, ils vont voir la base à côté, et ils s'aperçoivent qu'il y a un gros trou derrière la base. Peut-être que quelque chose se serait réveillé, on ne sait pas trop. Mais on va vite s'apercevoir qu'ils ne sont plus tout seuls. Et donc, la forme de vie extraterrestre est capable de tuer et de prendre la forme de ses victimes. Ouais. Et voire presque ses souvenirs. Elle est capable de tenir une conversation, de se faire passer pour la personne. Patrick? Es-tu vraiment Patrick? Je suis pas sûr. Même moi j'ai peur quand je me regarde dans la glace tous les matins. C'est Ça, c'est juste dû à ma tête. Voilà, ça c'est dû à autre chose. Donc, à la fin de The Thing, il ne reste que 2 personnages encore en vie. Mhm. Donc, Macready et Shields. Putain, il nous a spoilé le con. Ah putain, Tin, je voulais le voir. It's a trap! Et c'est là qu'arrive le vrai spoil. Macready, quand il respire, on est au pôle Nord, je le rappelle, ça fait de la buée. Pas Shields. Shields boit du whisky à la bouteille. Sauf que les bouteilles ont servi pour accueillir de l'essence pour faire des cocktails Molotov. Mhm. Donc il boit de l'essence. Donc il pourrait boire de l'essence. Ouais, c'est pas si mal. La musique, un peu angoissante, commence au moment où Shields boit à la bouteille. Ok. Donc, Shields serait mort. Et ce serait la chose. Et John Carpenter a confirmé. Alors, il n'a pas confirmé que Shields était la chose. Il a juste dit l'un des deux est la chose. Ah, le suspense. Pom, pom, pom. Super, Patrick. Tu as été intéressant. Et Dieu sait que remarquable de culture. Tu l'es habituellement. Mais alors là, tu as été au-delà de nos espérances. Du réel, j'ai envie de dire. Avec une émission... Merci pour cette référence. J'ai que ça, moi. Cette référence des années 90. On a clairement, on vous remercie d'avoir été jusque-là parce que ce mini-cast dure depuis... Ce mini-cast dure depuis presque 2 heures et qu'on n'a pas très bien préparé l'émission. On vous remercie de l'avoir écouté parce qu'on n'a peut-être pas été on n'est peut-être pas allé au fond des choses autant que vous l'auriez aimé. On vous recommande d'aller sur les sites internet qui sont foisonnants de théories, foisonnants des fans toujours plus lubriques les uns que les autres. Comme Stanley. On n'a pas parlé de Stanley d'ailleurs, mais on aurait dû en parler. On aurait pu en parler. Patrick, j'ai envie de dire, est-ce que je vais te laisser la conclusion finale. Oui. On va. Fin. On va peut-être laisser Nico commencer pour... Faisons dans l'ordre de ceux qui ont moins travaillé d'abord. Voilà, donc on va faire clairement Nico, moi, Patrick. Moi, je trouve ça fascinant. Déjà parce que j'ai appris plein de choses ce soir, donc c'était formidable. Comme tous les soirs. Comme tous les soirs, c'est incroyable. Minus. Non, je trouve ça fascinant et en fait, je trouve ça, même si des fois j'aimerais l'aval un peu des réalisateurs, auteurs, ce que vous voulez, qui ont écrit tout ça pour confirmer, parce que c'est vrai que ça serait cool. Bon, même si honnêtement celle de Disney, je suis désolé, mais j'y crois moyennement que Hercule soit le cousin par alliance de la belle-mère de Tarzan. Bon, bref. Et pourtant. Mais quelque part, je trouve ça cool aussi de laisser planer le doute. Tu vois, comme l'a fait John Carpenter, je trouvais ça bien. Genre, ouais, il y a un truc, mais à vous de voir. Parce que tu te dis, bon, ok, il y a quelque chose, mais on sait pas encore quoi. Enfin, voilà. Donc je trouve ça vachement bien qu'il se prête au jeu sans forcément dire à la J.K. Rowling ouais carrément il a fait ça, ouais carrément il est, bref. Et du coup j'aime bien. C'est pas j'étais très peu préparé ce soir, hein, on l'a bien entendu, mais je trouve ça assez fascinant en fait ces théories. C'est très bien. Moi je te rejoins sur le fait que je pense que ça montre bien qu'une œuvre quand elle se crée, elle n'appartient plus à son auteur une fois qu'elle est au public et que ce public se l'approprie et comme tu disais Patrick l'interprète de manière différente. Moi je suis d'accord avec toi, c'est intéressant de laisser planer le doute parce que ce doute là c'est comme un petit peu les tours de magie. Si tu sais comment la dame elle est coupée en deux,
ça devient beaucoup moins intéressant. De se poser la question, ça te fait travailler le ciboulot. Toutes ces théories, les gens travaillent un petit peu. Qu'elles soient pas confirmées, ça permet de rester et de planer un peu le doute. Donc ça dévoile un petit peu de mystère. Parfois, peut-être que ça tombe plus ou moins juste, mais en tout cas, ça prouve simplement que les gens aussi sont créatifs et que une œuvre, une fois qu'elle est dans la nature, elle n'est plus à son auteur et il est plus du tout propriétaire de ça. Et on l'a vu pour plein d'œuvres, on l'a vu pour plein d'auteurs comme George Lucas ou quoi, qui sont complètement plus les propriétaires de l'œuvre aujourd'hui, ils sont même plus légitimes eux-mêmes de parler de ces œuvres-là. Je vais pas faire de commentaires sur George Lucas, mais j'en pense pas moi. Non, mais c'est vrai, ça a été. Ils ont cherché le mot, mais ils ont été dépossédés de ça et ils sont même plus légitimes aujourd'hui de parler de leur propre œuvre, alors que c'est quand même George Lucas. Alors bien sûr avec de l'aide et avec des équipes, avec des conseils de Steven Spielberg, mais aujourd'hui c'est des gens qui sont dépossédés de leur œuvre et qui peuvent même plus parler de leur œuvre sans dire mais c'est pas du tout ça Star Wars. Le mec il dit c'est moi qui ai écrit le truc quoi en THX. Tu vois. Enfin, pour parler de George Lucas, j'ai écouté un autre podcast que je conseille à tous ceux qui aiment le cinéma. Du coup, c'est Epic Ciné Battle. Oui. Et effectivement, il parlait de George Lucas et finalement, c'est peut-être comment dire, mais est-ce que George Lucas a vraiment compris sa propre œuvre? C'est violent, vous ça. êtes dur, vous êtes tellement dur. Tellement dur avec les auteurs. Moi, c'est ça que je trouve que tout ça, ça révèle ça. Ça révèle que les mecs, ils créent un truc parce qu'ils sont dans un certain mood à un moment et parce que aussi ils doivent bouffer. Il y a un moment, ils sont là pour vendre du divertissement aussi. Ils sont pas que là pour être hyper précis et comme on dit, dire bon alors Tarzan, j'ai l'arbre généalogique donc Tarzan machin. Non, je pense que les gars ils sont là pour vendre avant tout du divertissement. C'est ce truc-là et que il y a un moment où les fans sont tellement fans qu'ils sont encore plus en possession de l'œuvre que l'auteur lui-même quoi. Patrick, voilà. Je resterai là-dessus. Très bien. Alors moi juste j'adore les théories comme ça de fans. Faut les prendre pour ce qu'elles sont. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la théorie de Jar Jar Binks qui est un senior Sith et je la trouve incroyable. C'est imaginatif. Il a été chercher des trucs. Le gars qui a sorti ça, disant bah ouais, mais regardez, il a des capacités. Effectivement, la Force est avec lui parce que il est obligé de mourir au milieu de la bataille et pourtant il arrive à s'en sortir. Il y a une ascension sociale. C'est lui qui place Palpatine au pouvoir. Effectivement, le personnage n'est pas fait pour ça, clairement. Mais je trouve cette théorie folle, je la trouve incroyable et j'adore ça. C'est comme pour le film d'horreur dont je parlais, Babadook, que je trouve incroyable le fait de le voir. C'est toi qui l'as vu. Oui, je sais, quelques mois qu'il est vu, mais regardez-le, il est vraiment intéressant et regardez-le en plus avec le prisme de c'est la dépression de la mère qui du coup ça en fait presque un film sur le deuil et sur la capacité à rebondir et les dommages qu'on peut faire aux autres lorsqu'on n'accepte pas la fatalité. Finalement, et j'ai trouvé vraiment ce film intéressant pour ça. Donc, est-ce que c'est ce que les auteurs voulaient faire? Je pense pas. Je pense que John Carpenter, clairement, pour The Thing, John Carpenter, il voulait faire ça. Parce que tout le long, à chaque fois que les persos sortent, on voit la buée. Je pense pas qu'il aurait oublié pour la scène finale. Et je pense que vraiment, il y a des auteurs qui veulent ça, qui le savent. Je pense que J.K. Rowling, comme on disait pour le coup de Rogue, où c'est le langage des fleurs, elle n'a pas pris 2 plantes au pifomètre et pour dire oui, finalement, ça veut dire ça. Les plantes, je pense qu'elle les a choisies. Je pense que c'est pas un effort incroyable non plus de sa part. Après, il y a des trucs où J.K. Rowling, je pense qu'elle valide un peu tout et n'importe quoi, quitte à les mettre en opposition avec ce qu'elle a fait avant. C'est le cas des derniers films où les magiciens sont tellement surpuissants que tu comprends pas comment Dumbledore peut mourir. Mais oui, mais je pense aussi elle a été un petit peu surpassée par l'amplitude du phénomène, oui. Par l'amplitude du phénomène et en plus après il y a ce côté aussi où alors quand je parle du dernier film, je parle des animaux fantastiques. Des animaux fantastiques. Je suis d'accord. Où elle est auteur. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce côté-là aussi, à mon avis. Alors peut-être que elle est seule aussi à écrire, hein, faut pas l'oublier, mais peut-être que quand il y a des bonnes idées de la part des fans, elle se dit j'y avais pensé, et elle la récupère. Non mais bien sûr, non mais je pense il y a peut-être un peu de ça, mais je pense que J.K. Rowling, mais elle a fait quand même une œuvre. Non mais je pense que J.K. Rowling majeure des années 2000. Mais je pense que clairement, après moi il y a plein de trucs que je reproche à Harry Potter. Je pense que je pourrais en parler des heures, des trucs que j'aime pas dans Harry Potter.
Mais dans l'ensemble, je trouve que toute la saga est incroyable. Les livres, surtout, je recommande. Même les films sont très très bien adaptés. Pour le coup, pour des adaptations, c'est quand même. Après, oui, les films. Déjà, c'est pas les mêmes réalisateurs, donc effectivement, on sent bien que chaque réalisateur a un peu essayé de mettre sa patte. Bien sûr. Mais Cuarón. Voilà, tiens, justement, c'est quelqu'un dont je voulais parler aussi, donc qui a fait Gravity. Gravity, moi j'ai été le voir au cinéma, j'ai trouvé exceptionnel, et puis on m'a dit après, c'est un film. J'avais pas eu le niveau de lecture du film sur le deuil. Alors je sais pas si c'est une théorie de fan ou si, mais clairement une fois qu'on se dit, Gravity c'est un film sur le deuil, le film prend vraiment une toute autre ampleur. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on l'a vachement évoqué. En fait, finalement, il y a beaucoup de films sur ce thème-là, sur le deuil, du coup, puisque c'est ce qu'on a évoqué sur Gravity, ce qu'on évoque sur Harry Potter. Est-ce que finalement, c'est pas simplement une espèce de retranscription et d'échappatoire de la part des auteurs d'écrire simplement ce qu'ils vivent ou d'essayer ou est-ce que c'est pas de la part des fans? Et de la part des fans. Est-ce qu'on projette pas un peu ce qu'on a envie de voir dans les œuvres? Parce qu'effectivement, l'auteur écrit avec son ressenti. Il a son envie de faire passer un message. Et certains emploient des métaphores, des images, il y a des codes couleurs, il y a des éléments. Enfin, dans le cinéma, pour faire passer des émotions, on utilise des concepts, des techniques. Mais chacun vient aussi avec son expérience, son ressenti. Et je pense que clairement, dans les théories de fans, il y a clairement des passages où les fans projettent un peu de ce que eux ils veulent voir dans le film. Est-ce qu'il faudrait pas que les gens arrêtent de mourir pour avoir des trucs plus joyeux du coup? Je pense que c'est une piste à explorer. Arrêtez de mourir. Voilà. C'est le conseil de Nico ce soir. Merci. David Carradine, si tu peux revenir du coup. Merci les gars. Est-ce que on peut finisse là-dessus? Je suis triste. Hein. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que Nico, tu veux faire un petit peu de pub pour une chaîne YouTube peut-être? Une vidéo est sortie. Écoute, la chaîne de Cyprien est vraiment très sympa. Puisqu'il n'est plus que deuxième sur YouTube, rappelons-le. Exactement. #Squeezie First. Oui, non, j'ai une petite vidéo qui est sortie pendant qu'on parlait ce soir. Wow. Une vidéo, comme disent les youtubeurs, un peu spéciale. Non, simplement pour dire un peu. Pouce bleu, abonnez-vous. Ouais, voilà, tout ce genre de trucs. Cloche. Non, pour dire un peu comment ça va évoluer. Tu veux dire le nom de ta chaîne, oui, Jeu de Daron, pardon, c'est vrai que je le dis jamais. Mais voilà, pour dire un peu comment ça va évoluer, ce dont je vais parler aussi un peu des prochains mois, parce qu'on a plein de projets, notamment avec vous deux. Notamment. Et voilà. Ouais. Et vous? Jeu de Daron sur les jeux vidéo, pour les darons, grosso modo. C'est ça. Patrick? Toi, Damien, parce que tu as sorti un podcast il y a pas longtemps. Ouais, toujours notre podcast où je le fais sans vous. Alors c'est plus triste, mais et je reçois des gens incroyables. Juste fais-le, comme d'habitude, le podcast d'inspiration. Vous pouvez l'écouter. Il y a le dernier épisode qui est incroyable sur deux superbes personnes je vais y arriver, qui font un rallye en octobre pour des aides humanitaires et qui sont infirmières et qui aident les autres et qui font les choses pour les autres, et c'est rare de voir des gens comme ça, donc très inspirant toujours. J'essaye toujours d'être là tous les 15 jours et c'est très bien. Et j'essaye, merci, j'essaye. C'est pas toujours très bien dans ma tête, mais en tout cas, j'ai des bons retours des gens et je vous en remercie. Donc écoutez, juste faites-le si vous êtes là. Je pense que vous connaissez déjà, mais voilà. Patrick revient, donc il va pas du tout faire la conclusion. Il nous laisse vraiment meubler. Meubler. Donc on tient à dire aussi que on va donc quand on parlait de projet, on est en projet de vouloir monter. Et on est en train de le faire, un festival de podcast sur Avignon. Voilà, du coup, c'est un festival qui réunira plusieurs podcasteurs. Les moins connus seront nous, bien sûr. Et il y aura beaucoup plus de personnes qui seront peut-être un peu plus attrayants que nous, des gens très intéressants. Et du coup, il ne faudra pas hésiter à relayer sur les réseaux et à déjà commencer à préparer votre date peut-être pour mai 2021. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça se précise un petit peu. Ça se précise un petit peu. En tout cas, voilà, on est sur ce truc-là et on est sur plein d'autres projets. Et puis, si vous voulez juste participer à cette émission,
Comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur Twitter, on est sur Instagram, OUP Podcast de partout, de manière générale. Oui. Vous pouvez nous contacter si vous êtes dans la région, même par Skype, vous avez une thématique que vous voulez aborder avec des gens qui n'y connaissent rien. Alors si vous êtes pas en région, ça marche aussi. Et si vous êtes dans la région, c'est encore mieux, on pourra se rencontrer. Donc, Patrick, est-ce que tu veux terminer ce podcast en beauté comme d'habitude? Oui, bien sûr. Du coup, tu as dit quoi vu que j'étais parti à la rivière? Que des saletés sur toi. J'ai parlé Est-ce que tu as dit où on pouvait nous retrouver? Oui, sur tous les réseaux, Twitter, Podcast. Instagram, OUP Podcast. Ouais. Très bien, donc on va dire à nos auditeurs de rester positifs. Bien sûr, surtout rester positif. Comme d'habitude. Et à la prochaine. Allez, à la prochaine. Salut. Merci tous, merci Ciao. les gars. À plus. Ciao.